Bien, bonjour chers collègues. Nous devons en premier point de notre ordre du jour désigner plusieurs rapporteurs. Donc pour le rapport sur la proposition de nomination de M. Pierre-Marie Abadi à la présidence de l'Autorité de sûreté nucléaire, j'ai reçu la candidature de Mme Julie Laernos pour le groupe écologiste et social. La présidence de l'ASN devenant celle de l'ASNR au 1er janvier en application de la loi du 21 mai dernier, nous n'aurons pas à nous prononcer une seconde fois. Il n'y a pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. L'audition de M. Abadi et le vote sur la proposition de nomination devraient avoir lieu mi-octobre. Le créneau exact sera précisé dans la prochaine convocation. Pour le rapport d'évaluation de la loi du 22 juillet 2019 portant création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, j'ai reçu les candidatures de Mme Danielle Brulbois pour le groupe EPR et de Mme Sylvie Ferrer pour le groupe La France Insoumise. Il n'y a pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Pour la mission d'information sur le rôle du pastoralisme dans l'aménagement du territoire, les causes de son déclin et les conséquences pour le développement durable des territoires ruraux, j'ai reçu les candidatures de M. Christophe Barthès, Mme Anaïs Sabatini, M. Aurélien Dutremble, Mme Manon Bouquin pour le groupe Rassemblement national, de Mme Danielle Brulbois, de M. Jean-François Rousset et de moi-même pour EPR, de Mme Sylvie Ferrer et de M. Loïc Prudhomme pour la France Insoumise, de M. Inaki Etchaniz et Denis Feignet pour le groupe socialiste, de M. Jean-Yves Bonny pour la droite républicaine, de Mme Marie Pochon pour écologiste, de M. Hubert Hoth pour les démocrates, de M. Xavier Roseren pour Horizon. Les groupes LIOT, GDR et UDR n'ont pas transmis de nom. Y a-t-il d'autres candidats dans les groupes ? Il n'y a pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Pour la mission d'information sur l'adaptation de l'aménagement des territoires au changement climatique, j'ai reçu les candidatures de M. David Magnier et Auguste Évrard, de Mme Julie Lechanteux et de M. Julien Guibert pour le groupe Rassemblement national, de M. Pierre Cazeneuve, M. Philippe Fay, Mme Sophie Panonacle pour EPR, de M. Béranger Cernon, Mme Claire Lejeune pour La France Insoumise, de M. Stéphane Delautrette et Fabrice Barousseau pour le groupe socialiste, de M. Nicolas Bonnet pour les écologistes, Mickaël Cosson pour les démocrates, M. Jean-Michel Brard pour Horizon, Stéphane Lenormand pour l'IOT, Vincent Decker pour le groupe La Droite républicaine, GDR et UDR n'ont pas transmis de nom. Y a-t-il d'autres candidats ? Pas d'opposition. Il en est ainsi décidé. Les présidents et rapporteurs de ces missions d'information seront désignés lors de leur réunion constitutive. L'équilibre entre les groupes sur ces fonctions pourra être recherché au fur et à mesure de ces missions. Nous en venons au second point de notre ordre du jour avec l'audition de M. Emmanuel Liest, président de la Fédération nationale des SAFER. Monsieur le Président, je vous remercie de vous être rendu rapidement disponible pour cette audition dont nous avons convenu qu'elle porterait en priorité sur l'artificialisation des sols. La mise en œuvre de l'objectif du ZAN, le zéro artificialisation nette, soulève beaucoup de questions dans les territoires, comme nous le constatons chaque jour dans nos circonscriptions avec un certain sentiment d'urgence. La Commission a donc souhaité se saisir de ce sujet de manière prioritaire avant d'entendre les élus locaux et de voir avec eux comment les accompagner au mieux vers cet objectif. Nous sommes donc heureux de vous accueillir ce matin. Les SAFER jouent en effet un rôle clé dans la lutte contre l'artificialisation des sols. Leur premier objectif est de protéger les terres agricoles et les milieux naturels. Elles ont pour principale mission d'acquérir et de revendre des terres agricoles afin de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières. 3% des exploitations disparaissent chaque année. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les SAFER dans la mise en œuvre de leur mission ? Et comment peuvent-elles être mieux soutenues, notamment sur le plan des moyens financiers et juridiques ? Comment les SAFER collaborent-elles avec les collectivités territoriales pour intégrer la lutte contre l'artificialisation des sols dans leurs priorités d'aménagement des territoires ruraux ?
Dans quelle région la problématique de l'artificialisation des sols est-elle la plus critique et comment les SAFER adaptent-elles leurs actions en fonction des spécificités locales? Enfin, quelles sont les perspectives d'innovation pour les SAFER afin de renforcer la réhabilitation des sols déjà artificialisés et promouvoir des pratiques plus durables d'utilisation du foncier? Je vous laisse la parole pour un bref propos introductif avant les questions des orateurs de groupe, Monsieur le Président. Voilà. Madame la Présidente, bonjour. Mesdames et Messieurs, bonjour. Écoutez, je suis très honoré de participer à cette audition ce matin sur le ZAN, entre autres. Vous rappelez en quelques mots, comme l'a demandé Madame la Présidente, une présentation des SAFER. Les SAFER ont été créés en 1960. À l'époque où on était dans une démarche complètement inverse, il y avait beaucoup d'agriculteurs et il fallait renforcer les structures agricoles pour qu'il y ait un revenu agricole pour les jeunes. Une mission exclusive au départ agricole, c'est pour ça que longtemps on nous a reproché qu'il y ait une prééminence de l'agriculture, mais historiquement ça n'était qu'un outil agricole. Très rapidement, il y a eu un élargissement des missions des SAFER au niveau de l'accompagnement des collectivités locales et simultanément un élargissement donc, de la gouvernance avec l'introduction des collectivités locales et territoriales au sein de nos conseils d'administration. Troisième élargissement des missions, ça a été l'introduction des missions concernant l'environnement au sens large. Quand on parle d'environnement, c'est paysage, eau, toute la protection de l'environnement, on va dire, y compris l'accompagnement sur l'eau potable, par exemple. Et puis une mission transversale qui est la mission d'observation du marché, qui permet à vous, par exemple, les législateurs, mais à l'État et à l'ensemble des intervenants, d'avoir, jusqu'à il y a une dizaine d'années, une vision exhaustive du marché. Je dis jusqu'à il y a une dizaine d'années parce qu'avant, il n'y avait pas de société qui portait du foncier. Depuis qu'il y a des sociétés qui portent du foncier agricole, cette exhaustivité est moins vraie, même si depuis, il y a eu des lois qui ont permis de nouveau de voir un petit peu ce qui se passe. Néanmoins, c'est plus tout à fait aussi exhaustif. Annuellement, les SAFER transmettent environ 100 000 hectares, et c'est assez récurrent. Le marché foncier, c'est entre 1,3 et 1,5% de ventes annuellement, et on est plutôt, par rapport à d'autres pays, alors ça paraît faible, mais par rapport à d'autres pays, on est plutôt au-dessus. Donc il y a des pays qui sont plutôt à 0,5%. Nous, on est entre 1,3 et 1,5. On accompagne entre 1400 et 1500 jeunes agriculteurs à l'installation tous les ans. Et essentiellement, 71% des gens qui sont hors cadre familial. Et je pense pouvoir dire devant vous qu'un certain nombre d'entre eux, s'ils n'avaient pas été accompagnés par les SAFER, ne se seraient jamais installés parce qu'ils n'auraient pas eu accès à du foncier. Je vous disais, on est de plus en plus à l'accompagnement du développement local, donc avec les collectivités ou avec les services de l'État sur des grands travaux. Alors actuellement, par exemple, toutes les grandes infrastructures qu'on peut être fait ces 40 dernières années, autoroutes, voies linéaires, SNCF, les canaux, l'ensemble des grands travaux ont été accompagnés par les SAFER. Et j'avais dit ici, dans une précédente audition, le seul grand travaux qui aurait pu être fait, qui était Notre-Dame-des-Landes, où les SAFER n'étaient pas partie prenante, n'a pas vu le jour. Voilà. En termes de transparence, le modèle agricole, des SAFER est unique dans sa gouvernance. Par contre, on est loin d'être les seuls à faire de la régulation sur le foncier, contrairement aux idées reçues. Il y a beaucoup d'autres pays qui en font plus ou moins. Et il y a de plus en plus de pays. On est amené assez régulièrement à rencontrer, soit ici en France, des délégations étrangères, soit nous-mêmes allons voir d'autres pays, notamment en Union européenne, qui ont comme objectif aujourd'hui de réguler le foncier agricole, soit directement quand c'est du foncier qui est porté par des personnes physiques, soit par l'intermédiaire des transferts de parts de société.
Un des points par rapport à notre débat de ce matin sur la protection des terres agricoles, actuellement environ 20 000 hectares, donc c'est encore beaucoup, on est monté à 80 000, hein, mais il y a encore 20 000 hectares de façon récurrente qui disparaissent tous les ans, qui changent de destination, mais là par la construction, pas simplement un changement de destination qui pourrait être réversible, c'est le cas notamment de tout ce qui passe en forêt, où là, on change de destination, c'est plus des terres agricoles, donc elles n'entrent plus dans les statistiques. Par contre, c'est réversible. On ne peut pas les mettre sur un même plan, et je le fais volontairement bien de préciser la différence, parce que on a perdu, quand j'étais étudiant, on avait 32 millions d'hectares de surface agricole utile, il en reste 27 millions, mais ces 5 millions d'hectares n'ont pas été mis sous le béton. Il y en a une partie qui est partie dans la forêt, donc c'est important de le préciser. Dans ces 20 000 hectares, la majorité est destinée à l'habitat et 23% à l'activité. On voit, nous, dans nos chiffres, puisque ça, c'est les chiffres du CEREMA, donc c'est ce qui réellement change de destination et qui a fait l'objet soit de permis de construire, soit de choses comme ça. Nous, les SAFER, on a des chiffres qui sont différents, puisqu'en fait, on est en anticipation et on a les déclarations d'intention d'aliéner qui anticipent ce changement futur de destination. Et donc, on est sur des chiffres qui ont baissé, et on s'en réjouit de voir ces chiffres baisser. Néanmoins, parallèlement à ça, et ça nous inquiète beaucoup, et on l'avait présenté dans notre dernière conférence de presse, il y a aujourd'hui une consommation masquée, donc qui n'est plus directement de la construction, mais qui est finalement, on a transformé des surfaces qui partaient à la construction en un accompagnement et à l'agrandissement, on va dire, des jardins et autres activités qui ne sont pas directement la construction, mais qui disparaissent pour l'agriculture. Et ça, c'est un phénomène nouveau, important, sur lesquels on a très très peu de possibilités d'intervenir, parce que les prix sont très très chers. On n'a pas forcément la possibilité, puisque c'est vendu souvent. Il peut y avoir du bâti, la préemption partielle, c'est pas simple en termes d'action directe, et il y a des risques. Il y a des nouvelles interventions, notamment du démembrement de propriété. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien aussi les baux amphithéotiques, oui, qui sont des outils utiles, mais qui peuvent être aussi des outils de détournement. Et pour avoir souvent des discussions avec des élus locaux et des volontés de détournement, ces baux amphithéotiques sont de plus en plus utilisés. Donc face à ce constat, il est rappelé, c'est vraiment un de mes rôles principaux depuis que j'ai pris la présidence de la FNSAFER il y a déjà un petit moment, de rappeler tout l'enjeu de protéger le foncier agricole. C'est pas un enjeu corporatiste, c'est important pour les agriculteurs, mais c'est d'abord important pour la société dans son ensemble. On parle de plus en plus, et la guerre en Ukraine et les autres conflits nous le rappellent, tout l'enjeu de l'autonomie alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Protéger les terres agricoles, ça donne ces garanties-là. En parallèle du changement climatique, la production agricole a plutôt tendance à baisser, ramener à l'hectare. Et donc aujourd'hui, protéger les terres agricoles, c'est un vrai enjeu pour l'ensemble du pays. C'est un enjeu supplémentaire, c'est que c'est sur les mêmes terres agricoles que l'eau est captée, et donc on garantit aussi la souveraineté de l'eau. Et puis, quand on parle de changement climatique, c'est aussi à partir de ces terres qu'on va être capable de capter du carbone. Et si on n'a plus de terre pour le faire, eh ben, on ne captera pas le carbone. Et puis accessoirement, et c'est de plus en plus le cas, dans le cadre notamment de la loi sur l'énergie, il y a tout le développement des énergies renouvelables qui peut être aussi à partir de ces terres agricoles, soit directement, soit indirectement par les méthaniseurs, par exemple. Donc un enjeu de protection important. Pour ce faire, on a aujourd'hui des conventions avec les collectivités territoriales. En gros, une commune sur deux, dans l'intermédiaire de l'outil Vigifoncier, c'est-à-dire qu'on donne en temps réel aux collectivités, parce que eux, une collectivité, en termes d'urbanisme, on a évidemment les documents, mais on les a quand c'est réalisé. Alors que là, on les a en anticipation. Ceux qui sont directement en convention avec les SAFER ont en temps réel, on leur transmet en temps réel, et ça permet de pouvoir mettre en œuvre la politique publique de la collectivité s'il y a un objectif soit d'acquisition, soit de maintien d'une activité agricole particulière ou autre. La collectivité peut demander à la SAFER, via le comité technique, d'intervenir. On a un enjeu fort aujourd'hui, et je pense qu'il y aura certainement des questions sur ce sujet, sur la requalification, on en parlait Madame la Présidente l'autre jour, requalification des sites bâtis en zone rurale, notamment agricole. Il y a
beaucoup d'endroits aujourd'hui où d'anciens bâtiments agricoles qui n'ont plus l'activité agricole sont abandonnés. Et je pense qu'il y aurait un vrai enjeu de mettre en œuvre des moyens de requalifier ces terrains pour justement éviter qu'on consomme de la terre agricole qui n'a pas changé encore de destination, et plutôt réutiliser ces friches agricoles, au même titre qu'on requalifie des friches industrielles. Il y a un vrai enjeu, je pense, concernant l'habitat, puisque quand on parle de protection des terres agricoles, ça veut dire qu'il faut qu'on limite cette consommation, et donc pour certains, ça veut dire limiter le développement. Je suis moi-même par ailleurs maire adjoint dans une commune de 12 000 habitants en charge de l'urbanisme, et donc pour vous dire que limiter la consommation des terres agricoles, ça ne veut pas dire limiter le développement, ça veut dire changer de développement, et je pense qu'aujourd'hui on est capable de le faire. Il y a plusieurs moyens pour ce faire. Il y en a un, c'est travailler sur le renouvellement urbain, et ça c'est quelque chose d'important. Je pense qu'il faudrait absolument qu'on soit capable de recenser l'ensemble du bâti vacant, mais aussi de qualifier, parce que le recenser c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant, c'est qualifier pourquoi il est vacant, et voir quels moyens il faudrait mettre en œuvre justement pour qu'il ne soit plus vacant. Ça c'est un point important, il y en a partout, et je pense que même des collectivités qui pensent ne pas en avoir beaucoup, si on cherche on en trouve beaucoup. Ça c'est un point important, c'est modifier la fiscalité locale, parce qu'aujourd'hui on incite très fortement en fait à construire en prenant beaucoup de surface et en construisant sur le bord des routes, parce que une partie du financement des collectivités locales est liée directement, par exemple, au nombre de kilomètres de route présents sur une collectivité. Et ça, c'est vraiment des choses qui moi, me paraissent aberrants aujourd'hui, où on se projette sur les années futures. Et quand on ne construit pas pour 1 an ou 10 ans, mais on construit en général pour 50 ans, voire des siècles. Donc il faut qu'on soit capable de se projeter sur cette fiscalité locale. Ça me paraît quelque chose d'important. Et puis un point peut-être, alors qui est plus marginal, mais qui je suis sûr va parler à un certain nombre d'entre vous, dans des zones où il y a des pressions fortes en termes de pression foncière, il est de plus en plus difficile pour des agriculteurs ou pour des ouvriers agricoles de se loger, comme c'est difficile pour des gens qui travaillent dans des endroits où il y a des forts enjeux touristiques, par exemple. On est obligé de se dégager plus loin. Moi, je pense qu'il serait important de pouvoir créer des logements de fonction agricole qui garantissent l'usage agricole une fois qu'on a construit, parce qu'en fait l'enjeu pour beaucoup de collectivités, et moi je le partage, parce que ça serait ce droit qui est donné aux agriculteurs de pouvoir construire hors des zones urbanisées est légitime, mais ça ne doit pas devenir un privilège où, une fois que j'ai construit, eh ben je revends quelques années après et on le sait tous, et je suis agriculteur, hein, donc si je le dis, c'est parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, partout, ne jouent pas le jeu. Et donc, on pourrait imaginer, je pense, créer, moi je sais qu'on y réfléchit dans la collectivité où je suis, où on veut installer un maraîcher dans une zone où on veut absolument que ça reste agricole, et il a besoin d'un logement. Imaginer un logement de fonction sur lesquels on pourrait justement avoir la main, la collectivité garde la main pour éviter que j'ai un effet d'aubaine et je construise et peu de temps après je revende. Donc ça c'est un point important. Et puis le dernier sujet que je souhaitais aborder avant de vous céder la parole pour les questions, c'est tout ce qui concerne les compensations qui touchent les terres agricoles. Et quand je parle des compensations, c'est toutes les compensations, notamment environnementales, qui sont liées aux ouvrages et autres, où l'impact direct sur l'agriculture, vous perdez 1 hectare, vous avez perdu 1 hectare, si ça doit arriver, l'intérêt général est là, mais en général, l'agriculture est doublement, voire triplement pénalisée. C'est-à-dire qu'il y a la compensation agricole, il y a la compensation environnementale, et tout ça, ça se fait sur des terres agricoles. Donc, à un moment donné, ça devient impossible à faire. Et là encore, je pense qu'il y a des alternatives. La SAFER de Normandie que je préside accompagne en ce moment le développement du futur EPR à Panly. Et on a réussi à ce que dans les propositions qui soient faites, 0 hectare de terre agricole soit prise pour la compensation environnementale. On a été chercher des terrains qu'on requalifie et qui vont au contraire être réhabilités et revenir à l'agriculture. Donc je pense que s'il y a une volonté de le faire, on peut le faire. Ça nécessite plus de moyens. C'est un tout petit peu plus compliqué en termes d'ingénierie, mais c'est pas impossible, et moi je suis vraiment convaincu qu'il faut qu'on aille plutôt sur ces sujets-là. Il y a partout dans nos territoires des zones qui ont été polluées il y a des décennies ou autres, et on peut tout à fait imaginer plutôt réhabiliter ça
que d'aller chercher des terres agricoles pour faire cette compensation environnementale. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais céder la parole aux orateurs des groupes pour 3 minutes. Et on commence avec Madame Julie Lechanteux. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Monsieur le Président, au nom du groupe Rassemblement National, je tiens aujourd'hui à attirer votre attention sur un phénomène qui prend de l'ampleur partout en France, notamment dans mon département, le Var, et qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'artificialisation croissante de nos terres agricoles, la cabanisation. À ce titre, dans la vallée de l'Argent, sur ma circonscription, des terres agricoles sont détournées de leur usage originel par des installations illégales, principalement des caravanes et des constructions sauvages, souvent installées par des membres de la communauté des gens du voyage. Ces installations aggravent les risques d'incendie dans un département déjà en proie aux feux de forêt. En effet, les occupants se raccordent illégalement aux pylônes électriques sans mesure de sécurité, au détriment des riverains qui subissent les conséquences financières et matérielles. De plus, ces terrains sont inondables, exposant les occupants à des dangers supplémentaires. L'impact environnemental est tout aussi alarmant. Sans assainissement, les eaux usées contaminant les sols agricoles. Nous parlons ici de terres qui devraient nourrir la population locale et qui sont aujourd'hui en train d'être détruites avec des conséquences à long terme sur l'agriculture locale. Sur les 10 dernières années, une période restreinte dans cette même vallée, on estime qu'environ 50% des exploitations agricoles ont disparu. Les maires de nos communes ne ménagent pas leurs efforts pour empêcher que des terres agricoles soient détournées à des fins d'installation illégales. Mais ils se heurtent à des obstacles de taille, vous en avez parlé tout à l'heure, notamment lorsque des avocats spécialisés créent des sociétés afin d'acheter ces terres ou encore de faire des baux amphithéotiques à la demande de ces mêmes membres de la communauté des gens du voyage. Ces méthodes opaques empêchent les maires de savoir qui se trouve réellement derrière ces transactions. Cela prive les élus locaux de toute capacité de faire barrage à ces détournements. Donc, quelques questions et quelques suggestions. Comment la FNSAFER peut-elle garantir plus de transparence dans ces transactions ? Comptez-vous intensifier les audits internes pour renforcer le contrôle des transactions foncières ? Comptez-vous publier des rapports réguliers détaillant les acquisitions et attributions de terres afin d'améliorer la transparence ? Comptez-vous renforcer la collaboration avec les collectivités locales et les chambres d'agriculture pour un suivi plus rigoureux de ces transactions ? La Fédération nationale SAFER prévoit-elle des sanctions en cas de manquement aux obligations afin de garantir la bonne gestion des terres agricoles ? Est-ce que vous comptez rendre publiques les justifications des ventes ? Pourrait-il, selon vous, contribuer à une grande transparence dans cette gestion foncière ? Et que proposez-vous, enfin, pour corriger les défaillances actuelles afin de mieux préserver ces terres ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président. Alors, vous avez bien dû voir que dans mon propos, c'était un sujet important, même si en termes de surface, ça reste plutôt marginal, heureusement, malgré tout, c'est un vrai sujet important. Il y avait déjà eu une modification... Si, je vous assure que c'est... sur les 400 000 hectares de terres agricoles qui sont vendus tous les ans, heureusement, les surfaces qui sont cabanisées sont quand même relativement faibles, mais c'est toujours un hectare de trop quand c'est lieu contre l'avis des collectivités. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté de ma part. La loi avait été modifiée il y a maintenant une quinzaine d'années, où avant, les SAFER ne pouvaient intervenir que sur des terres, par préemption j'entends, sur des terres qui avaient un usage agricole. Maintenant, on peut préempter sur des terres qui ont une vocation agricole, c'est-à-dire que globalement, on peut intervenir sur la plupart des terres, sauf et aujourd'hui c'est un point important en termes de législation, on doit, si on préempte, les redonner à l'agriculture. Et il y a des terres qui n'ont pas forcément d'usage agricole. Et donc il y a des collectivités qui sont en but parce que si on préempte, la SAFER, son rôle c'est de préempter pour quelqu'un. Elle n'a pas des moyens de stockage des terres. Donc il faut qu'on ait en face de nous une collectivité qui nous disent « moi, je m'oppose à cette cabanisation parce que ça va contre mon plan local d'urbanisme ou autre ». Et donc c'est le cas. Si c'est le cas, il faut qu'ils soient prêts à acheter. Parce que s'ils ne sont pas prêts à acheter, on ne peut pas préempter. Et je vous assure que beaucoup de collectivités aujourd'hui sont prêts à le faire pour éviter les problèmes.
Ensuite, il y a effectivement une vraie faille, c'est les sociétés et les baux amphithéotiques. Et ça, aujourd'hui, les SAFER, elles ne voient pas forcément passer, parce que si c'est des baux amphithéotiques, on ne voit rien aujourd'hui. Donc il faudrait que ça soit plus transparent, c'est certain. Là, il y a, je pense, une faille. Et j'ai été plusieurs fois sollicité par des élus, tant ici qu'au Sénat, sur ce sujet. Et je pense qu'il y a une évolution législative à porter sur les baux amphithéotiques, c'est certain. Et puis, il faudrait, pour que nous puissions intervenir, que sur certains biens qui n'ont pas ni d'usage ni de vocation agricole, qu'on puisse le faire sur des vocations environnementales, par exemple, pour pouvoir les réattribuer à des collectivités. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on ne peut pas le faire. Il faut que la collectivité s'engage. Alors, on le fait de temps en temps en tordant un peu le bras aux objectifs. Hein. On met des ruches, on met des choses comme ça pour dire qu'il y a quand même un usage agricole quand la collectivité va le prendre. C'est quand même un peu limite. Et par contre, sur la transparence, par rapport à vos questions sur la transparence, elle est totale à la SAFER, puisque sont présents dans nos comités techniques l'ensemble des composantes de la société, agricole, collectivité locale, monde de l'environnement, il y a tout le monde. Donc je vois pas ce qui pourrait, à mon idée, sauf à ce que vous me disiez, il y a tel point où c'est pas suffisamment transparent, mais je vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus. La motivation des attributions, elle est faite. Le suivi des cahiers des charges, puisque chaque terrain vendu il y a à coller un cahier des charges pendant au minimum 10 ans, mais plus souvent 15, 20, voire 30 ans, quand il y a des enjeux environnementaux. Et je peux vous assurer que les gens qui doivent avoir ces cahiers des charges ne sont pas forcément toujours ravis qu'on ait la capacité d'être derrière pour imposer l'engagement qu'ils ont pris pendant 10 à 30 ans. Donc il existe, malheureusement, si les gens ne le respectent pas, la FNSAFER n'est pas le justicieur, celui qui fait la justice. Hein. Et donc derrière, il y a des procédures, et vous savez tous que les procédures peuvent être longues. Merci, Monsieur le Président. Je vous sais passionné par votre sujet. On essaiera de faire des réponses un peu plus courtes. Excusez-moi. Je précise juste que le format actuel, c'est le format qui a été décidé par le bureau, qu'on teste, et que voilà, on pourra revenir dessus en bureau. Je sais que certains m'ont envoyé des messages parce qu'il peut y avoir des redondances dans les questions qui seront posées par les orateurs de groupe, mais c'est le format qui a été décidé en bureau et nous pourrons revenir dessus s'il ne satisfait pas tout le monde. Donc je donne la parole maintenant à Madame Danielle Brulbois. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, au nom des députés de Ensemble pour la République, nous vous remercions de votre présence aujourd'hui dans notre commission. Pour nous, c'est important parce que les SAFER existent depuis 64 ans. Elles jouent un rôle essentiel dans nos territoires. En effet, les 17 SAFER régionales déclinent dans chacun de nos cantons leur mission: dynamisation de l'agriculture et de la forêt, installation des jeunes agriculteurs, maintien de l'usage agricole de la terre, accompagnement du développement local. Je salue le travail des SAFER à travers le conseil d'administration et du comité technique départemental qui assure la collégialité des décisions en matière d'attribution foncière. Dans chaque département, le CTD est un véritable parlement du foncier et je salue vraiment son travail pour assister à leurs réunions en tant qu'élu local régulièrement. Je salue le travail d'équité, de transparence, toujours dans l'intérêt général et parfois difficile quand on est en concurrence, par exemple, de terrain en AOP. Grâce à vous, vous l'avez dit, il reste des agriculteurs sur l'ensemble du territoire, car vous avez contribué à l'installation des jeunes, à la transmission des exploitations dans leur statut d'exploitation familiale. Vous avez donc un rôle essentiel dans le développement de nos territoires ruraux et dans leur prospérité, le maintien des emplois de l'activité économique agricole, de la protection des paysages et pour notre souveraineté alimentaire. Votre action permet aussi de lutter contre l'accaparement des terres par la spéculation. À ce sujet, nous avons voté une loi lors de la précédente mandature, dite loi Sans Passe-Tout, et cette loi porte sur des mesures d'urgence pour assurer la régulation de l'accès au foncier au travers de structures sociétaires. Vous-même, lors d'un congrès en 2021, vous aviez évoqué une grande loi avec un nouveau fonds de partage de foncier à long terme pour aider les futurs installés qui n'en ont pas les moyens
à pouvoir s'installer à travers un portage que vous aviez évoqué. Enfin, vous l'avez dit, vous avez un rôle essentiel dans l'objectif ZAN qui vous mobilise beaucoup, et vous avez déjà évoqué des mesures d'accompagnement des collectivités rurales dans la mise en œuvre de leur stratégie foncière et de leur développement urbanistique. Enfin, la PLOA, projet de loi d'orientation agricole, un chapitre est consacré dans ce projet de loi que j'espère que nous reprendrons rapidement. Un chapitre est consacré aux SAFER qui doivent devenir des actrices majeures de la transition agroécologique. Quelle est donc votre vision, Monsieur le Président, sur cette mission? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président. Ça va? 2,57. Hein? Je regardais le temps, 2,57. Voilà. Alors, Madame la députée, donc, merci d'abord de vos propos élogieux. C'est toujours agréable quand on est président national d'une structure d'entendre des choses qu'on entend nous de notre côté, mais ici à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait bien. Alors, je vais commencer par un point qui me paraît important, c'est notre fonds de portage. Le fonds de portage, il n'existe toujours pas. Il a été lancé officiellement au Salon agricole 2023. Tout ça par des blocages où on souhaite à la fois accompagner des jeunes en portant le foncier, mais en mettant plein d'autres objectifs derrière. Et je pense que quand on veut mettre trop d'objectifs sur un seul point, eh ben, du coup, ça bloque les choses et on n'y avance pas. Et pendant ce temps-là, eh ben, on perd des installations de jeunes agriculteurs. Donc, on est plus près que jamais, puisque tous les verrous se sont ouverts, notamment l'accompagnement par la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts. Donc, normalement, on espère que là, dans les jours qui viennent, logiquement, on devrait pouvoir officiellement dire on va commencer à ce que opérationnellement ce fonds soit présent. Je peux vous dire, pour être allé en déplacement en Lettonie il y a une dizaine de jours, qui ont pris énormément d'exemples sur les SAFER, qu'eux, ils ont un fonds de portage qui marche, où il y a un seul objectif, porter du foncier. Et ça fonctionne, et ils accompagnent des agriculteurs qui, du coup, n'ont pas la possibilité d'acheter eux-mêmes, ou parce qu'on n'a pas à l'instant T de propriétaires personnes physiques qui peuvent porter. C'était ça notre objectif. Ensuite, sur la transition agroécologique, je pense que, et vous l'avez dit et souligné, tout l'enjeu de la loi Sempastous, c'était justement d'éviter l'accaparement et de permettre à ce qu'il y ait plus de gens qui puissent s'installer. Je vais vous donner un exemple. En Normandie, on a acheté une exploitation de 350 hectares qu'on a divisée et on a installé 6 jeunes. S'il n'y avait pas eu la loi Sempastous, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire. Et quand on installe des jeunes, aujourd'hui, je pense pouvoir le dire, étant moi-même agriculteur et ayant la chance qu'une de mes filles se soit associée avec moi, la vision que je pouvais avoir n'est pas la même que celle que les jeunes ont aujourd'hui, parce que par définition, on intègre aujourd'hui, je pense, dans son raisonnement de vie, la prise en compte de l'environnement. Et donc, il vaut mieux installer des jeunes, même si toutes les cases ne sont pas inscrites, comme quoi on fait de l'agroécologie ou autre. Malgré tout, je pense que naturellement, c'est intégré dans le raisonnement. Et parce que plus on a de jeunes, plus on continue, même plus on a d'agriculteurs, plus on continue à avoir des exploitations diversifiées. Et ça, c'est un modèle, c'est évident, je l'affirme, parce que c'est démontré par plein de rapports, notamment l'INRA et autres. Quand vous avez 3 exploitations qui sont regroupées, vous avez le même assolement sur les 3. Quand vous avez 3 exploitations, on a trois types de parcelles. On est obligé de diversifier pour sortir du revenu et faire du vertical. Donc on a intérêt, et les SAFER s'attachent à ça vraiment de façon très très importante. Merci, Monsieur le Président. Je donne la parole à Madame Sylvie Ferrer. Ouais. C'est bon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Selon l'INSEE, l'artificialisation et la transformation d'un sol à caractère agricole, naturel ou forestier par des actions d'aménagement pouvant entraîner son imperméabilisation totale ou partielle. Définition donc de l'artificialisation. À partir de cette définition, nous viennent immédiatement à l'esprit le phénomène d'étalement urbain et la disparition de l'agriculture périurbaine sous des parkings et des centres commerciaux.
On pense également aux projets autoroutiers de notre temps, comme celui de l'A69, qui est un coup dur porté à l'environnement, à l'agriculture et à l'intelligence humaine. On peut aussi y inscrire certains projets dits agricoles, tels que l'installation de méga-bassines ou bien des panneaux photovoltaïques au sol, comme c'est le cas d'ailleurs sur mon département, au cœur de la commune de Libaros. Cette question donc de l'artificialisation des sols pose celle également de la biodiversité, mais aussi celle du renouvellement des générations d'agriculteurs par l'accès au foncier et également celle de l'accaparement des terres. Thierry Bussy, donc président de la SAFER Grand Est, posait la question en ces termes. Mais aujourd'hui, avec les structures agricoles qui se sont constituées, qui maîtrise des centaines d'hectares, des capitaux conséquents, même si la SAFER préempte, qui peut aujourd'hui acheter des structures pareilles? Parfois, seules des sociétés financièrement très dotées et très peu concernées par le maintien de la biodiversité ou de l'agriculture peuvent se permettre de racheter. Si les SAFER, dans leur mission d'intérêt général, devraient pouvoir agir en faveur de la préservation des terres arables, il me semble que face à ces exemples, elles ne se sont montrées bien souvent impuissantes. Quant à la Cour des comptes, elle a des termes bien plus durs que les miens, puisqu'elle affirme que les SAFER ont, je cite, « perdu de vue les missions d'intérêt général dont elles étaient investies ». Alors, j'aimerais discuter du coup ce matin avec vous des solutions que nous pourrions apporter à ces enjeux majeurs. Tout d'abord, sur la structure même des SAFER, ne faudrait-il pas renforcer leur légitimité en accentuant la transparence des décisions, en garantissant un financement pérenne qui ne dépende pas des commissions sur les transactions et en incluant des citoyens dans la gouvernance? Ensuite, ne faudrait-il pas renforcer les outils juridiques des SAFER en élargissant sa capacité à agir sur des transformations d'activités sans cession de terre et en accentuant le recours à la préemption, notamment par la possibilité d'autosaisine dans certains cas? Enfin, à l'approche des discussions autour du projet de la loi de finances et pour donner des idées à ceux qui se targuent seulement dans les mots de défendre notre agriculture, j'ai une dernière question. Que pensez-vous de l'instauration d'une fiscalité dissuasive sur la plus-value réalisée lors d'une vente de terres agricoles devenues constructibles et à l'inverse d'une fiscalité incitative pour la location à un nouvel agriculteur porté d'un projet agricole vertueux? Merci Madame la Présidente, Madame la députée, pardon, Monsieur le Président. Alors, je vais commencer par le dernier point. Personnellement, pour avoir un petit peu d'expérience sur ce sujet, la fiscalité dissuasive, ça ne marche pas. Ça a été essayé depuis 30 ou 40 ans sur les plus-values, ça n'a jamais fonctionné. En fait, ça réaugmente le prix du terrain, au final, pour celui qui va se loger. Ça n'a jamais empêché de le faire. Pour moi, qui suis élu local, la définition de l'urbanisation, elle est faite par les élus locaux. Si vous faites un plan local d'urbanisme où vous ne mettez pas de terre qui sortent de l'agriculture, eh ben, il n'y a pas de construction, il n'y a donc pas de plus-value. Ça, c'est vraiment qu'une question de volonté locale. Il faut être capable, à un moment donné, de dire stop, on est à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone urbaine et ça fonctionne. Je vous dis, je suis élu d'une commune de 12 000 habitants et on me bouscule régulièrement en me disant faut lâcher. Je dis non. Et puis on continue à se développer. Donc ça, je pense que c'est tout à fait possible, il faut du courage. Ça, c'était le premier point. Sur la transparence, je suis surpris qu'on me dise qu'il faut qu'il y ait des citoyens. Moi, j'ai l'impression, étant moi-même engagé depuis longtemps, que les élus sont les représentants des citoyens. Et à ce titre-là, ils sont présents dans les SAFER. Ils sont présents à plusieurs niveaux, hein, région, département, maire, donc ça fait quand même beaucoup. Et moi, je crois beaucoup en cette représentation parce que je suis aussi élu. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a déjà suffisamment autour de la table de gens qui sont présents. En termes de moyens, je ne suis pas sûr que si on changeait la façon de financer les SAFER, ça changerait beaucoup de choses, puisque, Madame la députée l'a dit tout à l'heure, sont présents autour de la table l'ensemble des composantes de la société qui garantissent que les choses sont transparentes. Et en fait, ce n'est pas une question de financement, c'est une question peut-être, là où vous avez certainement raison, c'est que le prix d'un certain nombre de transactions sont arrivés à un endroit tel que les SAFER, toutes seules, ne peuvent pas prendre le risque d'acheter, parce que si vous achetez des biens à 10 millions, 20 millions, voire plus, enfin moi je vous dis, je le disais il y a encore quelques jours, j'ai vu en peu de temps changer d'échelle. Un bien à 100 000 euros, c'était important, on est passé à 1 million, et maintenant on a couramment dans les SAFER des biens à 10 millions. Ça n'existait pas.
Et ça, c'est effectivement une vraie problématique parce que l'agriculteur lambda, des biens à 10 millions, eh ben, c'est pas simple. Hein. Et pour le rentabiliser, c'est encore moins simple. Et pourtant, on est dans un marché, et je pense que c'est ce qui a fait que les SAFER n'ont pas été remis en cause par personne depuis 60 ans, c'est qu'on régule un marché, on n'est pas hors du marché. Et ça, je pense que dans un pays de droit comme le nôtre, si on était en dehors du marché, je ne vois pas comment ça fonctionnerait. Enfin, personnellement, je ne vois pas parce qu'un marché artificiel, on sait ce que ça donne. Le réguler, c'est différent. Et on le fait. Peut-être qu'il faut qu'on ait un peu plus de moyens. Et on l'a déjà dit, par exemple, par des garanties de l'État, par exemple, qui pourrait nous garantir. Ça a été le cas dans votre région, puisque visiblement, vous êtes de Grand Est. J'ai cru comprendre. Non, alors, c'est parce que vous preniez Thierry Bussy tout à l'heure. La SAFER... Ah bon, alors, pardon. Mais Thierry Bussy, président de la SAFER Grand Est, a été amené à pouvoir intervenir sur des ventes de champagne parce qu'ils ont eu besoin de garanties. Et c'est le syndicat des Champenois qui leur a donné la garantie. Ils ont installé 2 jeunes en Champagne, ce qui n'arrive jamais. Jamais, jamais. Et là, ils ont réussi parce qu'ils avaient cette garantie. Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole à Peyo Dufaux. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Notre défi majeur, c'est de sacraliser le foncier agricole et garantir sa transmission et le renouvellement des générations d'agriculteurs. Attendue par tous, la loi foncière promise en 2021 est passée à la trappe. Pire, le foncier agricole était le grand absent du projet de loi d'orientation agricole, avorté avec la dissolution. Il faut une réforme systémique de l'accès au foncier qui rénove profondément le statut du fermage et les SAFER. Tout d'abord, la protection de l'agriculture est indispensable, d'autant plus dans les territoires où la pression foncière est majeure, comme dans le Pays Basque où je suis élu, avec Iñaki Etxaniz ici même et Colette Capdevielle que j'associe à ma question. Mon prédécesseur, Vincent Bru, avait déposé une proposition de loi pour protéger le foncier agricole en réponse à une mobilisation importante à Arbonne pour empêcher la vente spéculative d'une propriété de 15 hectares. La SAFER était empêchée de préempter à cause du bâti qui avait perdu son usage agricole depuis trop longtemps. Comment pouvez-vous éviter ces concurrences déloyales et garantir le maintien de la vocation agricole des terres? Par exemple, que pensez-vous de l'idée de notifier les ventes aux SAFER par unité foncière afin qu'elles puissent agir sur les seuls terrains agricoles lorsqu'ils sont cédés avec d'autres terrains disjoints? Dans quel cas les SAFER pourraient-elles avoir un rôle sur la régulation des ventes des habitations? Deuxièmement, la proposition de loi prévoyait un inventaire des friches, des terrains cultes et des biens sans maître. Quelles sont vos préconisations pour lever les freins à la réhabilitation des friches et reconquérir un usage agricole disparu? Autre constat, plus d'un tiers des paysans en activité partiront à la retraite dans les 10 ans. D'ici 2030, 10 millions d'hectares vont changer de main. En 25 ans, le prix des terres agricoles a doublé et la taille moyenne des exploitations a augmenté de 30%. Quelles sont vos propositions pour assurer le renouvellement générationnel et aider l'installation de nouveaux agriculteurs plutôt que d'encourager l'agrandissement des grandes exploitations et la concentration du foncier? Et enfin, depuis le 1er janvier 2023, la loi Sempastous, qu'on a déjà évoquée, impose dans certains cas trop rares un contrôle des cessions de parts et d'actions. Le contrôle est désormais assuré par les préfets et les SAFER. Disposez-vous d'un premier bilan de ce dispositif, un bilan chiffré, tant sur le nombre de demandes d'autorisation déposées auprès des SAFER que sur les opérations qui ont été refusées? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président. Voilà. Ça y est, ça y est, ça y est. Alors, je vais commencer par le dernier point. On va vous transmettre des éléments chiffrés sur la loi Sempastous parce que je ne les ai pas en tête parce qu'ils évoluent au fil du temps. Mais ça, on va vous les faire remonter parce que c'est important que vous les ayez. Ce que je peux vous dire, c'est que conformément à ce qu'on pensait, il y a une implication et ça modifie un certain nombre d'opérations qui jusqu'à présent n'avaient aucun contrôle. Sur
la possibilité, vous avez en fait, quand vous dites qu'il faudrait qu'on notifie parcelle par parcelle, c'est pour mettre en avant, et je partage ce qui s'est passé à Arbonne, hein, où on était partie prenante et on a essayé de faire quelque chose. Il faudrait qu'on puisse plus facilement faire des préemptions partielles. C'est pas simple, parce que je disais tout à l'heure, on est aussi dans un état de droit et on garantit l'intérêt des vendeurs. Et il y a des cas où c'est compréhensible. Si vous soustrayez la partie non bâtie d'une propriété bâtie, bah vous enlevez une part importante de sa valeur, ou ça peut même engendrer des contraintes. Néanmoins, je suis persuadé, si on veut garder de l'agriculture, qu'il faut qu'on mette en avant l'intérêt général, et dans des cas comme le vôtre, où c'est tout à fait anormal de soustraire à l'agriculture des parcelles qui ont une vocation productive. Donc il faut qu'on regarde effectivement soit de la préemption partielle plus facile, soit peut-être des notifications parcellaire par parcellaire. De toute manière, on a, je le rappelle, l'ensemble des parties prenantes autour de la table, mais on a aussi, je ne l'ai pas dit, une double tutelle qui contrôle et qui garantit toutes nos transactions, ministère de l'Agriculture, ministère des Finances. Aucune opération n'est faite directement par une SAFER. Aucune. Donc ça garantit les intérêts des uns et des autres. Sur les friches, c'est un point important. Les SAFER ont commencé avec quelques collectivités locales à faire un recensement des friches. Ça fonctionne. La région Occitanie a été, avec la SAFER, a été un petit peu la précurseur, hein, et puis EPACA, les deux, où c'est un des endroits où il y a peut-être le plus d'enjeux, à la fois de reconquête, mais aussi de protection de la sécurité publique, hein, parce que qui dit friche dit risque d'incendie, de choses comme ça. Et donc on a vraiment une vocation à le faire. C'est un point important. Pour renouveler les générations, qui est pour moi la priorité des priorités. Hein. Je dis que si on ne le fait pas, ça ne serait pas une erreur, ça serait une faute en France, parce qu'on a la chance d'avoir des jeunes qui veulent s'installer, donc on doit trouver les moyens de les accompagner. Et là, c'est quelque chose d'important. Il faut, sur le statut du fermage, il faut effectivement d'abord le faire durer, parce que c'est un des atouts de la France aujourd'hui, d'être capable de sortir d'un côté le capital foncier, de l'autre côté l'exploitation. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut peut-être le fluidifier, mais il faut surtout faire appliquer les règles. Et ça, moi, je pense que souvent, par rapport on veut souvent refaire des lois, faisons-les bien appliquer. Dans le statut du fermage, les gens qui se plaignent, c'est parce que quand quelqu'un ne paie pas, ou quelqu'un qui veut reprendre, qui est propriétaire et qui veut être agriculteur, c'est écrit dans le statut, le propriétaire qui veut reprendre pour lui ou ses enfants, il doit pouvoir le faire. Si on ne le fait pas, c'est un frein à l'investissement et aux gens qui veulent porter du foncier. Donc il faut faire appliquer les lois, et moi je pense que ça c'est un des points importants. Et puis il faut peut-être, et même sûrement, je l'ai déjà écrit, je vais le redire ici, une fiscalité sur les transmissions et pour les gens qui font des baux aux jeunes agriculteurs. Parce que si vous avez en concurrence un agriculteur qui est déjà en place, qui vous donne des garanties, parce qu'il a de l'expérience et autres, vous vous dites je suis sûr d'être payé, et si vous êtes un jeune qui vient d'arriver, qui est hors cadre familial, vous pouvez avoir des doutes. Donc moi je proposais qu'on fasse une exonération fiscale sur les gens qui signent un bail minimum de 9 ans pour installer un jeune agriculteur. Merci Monsieur le Président. Je donne la parole maintenant à Jean-Pierre Tête. Merci, pardon. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, l'objectif premier du ZAN est de limiter l'artificialisation des sols et préserver ainsi la surface agricole. Toutefois, certaines modalités de la loi entraînent des effets préjudiciables. Les possibilités de compensation sont l'un des outils à la disposition des collectivités pour se conformer aux objectifs du ZAN. Or, parmi ces projets de compensation, ceux qui consistent à renaturaliser des espaces agricoles sont nettement moins coûteux qu'une entreprise de dépollution ou de densification de zones urbaines. Ainsi, par ce mécanisme, les collectivités sont encouragées à s'approprier des terres agricoles pour satisfaire les objectifs du ZAN, ce qui crée une pression et une possibilité de spéculation certaine, comme vous l'avez dit, sur certains terrains. La FNSAFER dispose-t-elle d'une appréciation précise de la perte de terrain agricole que ces projets de compensation représentent et, le cas échéant, de l'augmentation ou non de ce chiffre ces dernières années? D'autre part, les objectifs du ZAN viennent s'ajouter à d'autres. Préservation de la biodiversité, zéro émission nette, énergie renouvelable, au risque d'entrer en contradiction avec ceux-ci.
La superposition de ces politiques publiques contraignantes complique fortement la tâche des collectivités et des SAFER dans leur gestion du foncier. Quel regard portez-vous sur cette inflation normative qui, au-delà de complexifier la tâche des acteurs locaux, peut aller à l'inverse des objectifs portés? Enfin, les SAFER sont très préoccupés par l'achat de terres agricoles pour d'autres usages non encadrés par la loi ZAN. Loisirs, mise à distance de voisinage, spéculation, stockage. En 2023, la FN SAFER avait l'ambition, je cite, de quantifier et qualifier le phénomène pour 2024. L'objectif est triple: mesurer et caractériser cette consommation des surfaces agricoles, alerter les acteurs publics concernés et surtout identifier les moyens d'action limitant les détournements d'usage. Cette démarche a-t-elle été entreprise et si oui, pour quel résultat? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le président. Monsieur le député, alors je vais commencer par la dernière question, puisqu'effectivement, on avait dit qu'on allait le quantifier. On l'a présenté, donc les chiffres sont connus, hein, c'était autour de 20 000 hectares. Donc c'est quelque chose de significativement et important, hein, 20 000 hectares. Alors ça évolue, hein, mais ça c'est les chiffres qu'on a présentés pour la consommation de 2023. Donc 20 000 hectares. Tout à l'heure, il y avait une question sur où est-ce que ça se passe. Tout ça, c'est souvent dans les mêmes endroits. C'est autour des grandes agglos et autour des pôles touristiques, hein, bordure maritime essentiellement, on va dire. Voilà. Consommation. Alors, le ratio de compensation, alors on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres parce qu'on n'a pas de notification qui disent ces terrains-là changent de destination, enfin pour la compensation. Néanmoins, je le disais tout à l'heure, hein, et vous l'avez rappelé, il pourrait y avoir des chiffres. Il faudrait pour cela demander dans les déclarations d'intention d'aliéner, donc au notaire, de le faire, parce que nous, on n'a pas le moyen. On a des codifications particulières qu'on peut rattraper, mais là, en l'occurrence, c'est impossible si on ne l'a pas. Effectivement, la tentation, elle est d'aller chercher des terres agricoles. Et c'est pour ça que de temps en temps, les gens s'insurgent. Hein. Quand vous êtes en Normandie ou dans une autre région de France où il y a eu des terres drainées qui fonctionnent bien et qu'on vous dit la compensation environnementale, c'est d'aller casser les drains et plutôt que d'aller restaurer une ancienne friche industrielle ou une décharge, ça a du mal à passer. Bon. Donc nous, on propose vraiment de plutôt aller chercher et reconquérir des terrains qui ont été perdus à la fois pour l'environnement et pour l'agriculture ou pour la nature, tout simplement. Je pense que ça, c'est un des points importants. Oui, alors, la multiplication des politiques publiques, je partage avec vous. Effectivement, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait un tronc commun minimum, parce que, et on le voit notamment sur les énergies, hein. Il faut, nous, au comité technique, quand il s'agit d'arbitrer entre un éleveur qui a besoin de nourrir ses animaux, quelqu'un qui a un méthaniseur à côté et qui vous dit « je dois nourrir mon méthaniseur », moi j'ai un peu de mal. Et on privilégie l'élevage, vous imaginez bien. Néanmoins, je ne suis pas à l'aise parce que nous, on doit mettre en œuvre les politiques. Non, mais on doit mettre en œuvre les politiques publiques, c'est pas nous qui les définissons à la SAFER, et en l'occurrence, on ne respecte pas les politiques publiques, là. Et donc, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait des moyens d'arbitrage qui soient, pas nous qui ayons à les faire, mais qui soient faits, peut-être en nous mettant des priorités, ou je vais vous dire, peut-être en définissant des règles qui fassent qu'il n'y ait pas de concurrence. Je vous disais que j'étais en Lettonie il y a une dizaine de jours. On a visité une exploitation d'élevage importante où il y avait un gros méthaniseur. Et je leur ai posé la question, quelle surface de culture dédiée vous mettez dans le méthaniseur? Zéro. Zéro. Et l'agriculteur m'a dit, mais monsieur, on produit pour nourrir nos animaux, on ne produit pas pour les méthaniseurs. Par contre, l'intégralité des effluents d'élevage était dedans. Et pour garantir l'agronomie, parce qu'il y avait une question sur l'agroécologie, ils implantaient des cultures intermédiaires qui ne passaient pas non plus dans le méthaniseur, qui garantit du coup qu'il y ait du carbone organique qui reste pour éviter de dégrader les sols. Voilà, je vous le dis parce que je pense que ça c'est un choix national là, et ce choix, et je vous redis, je suis agriculteur, il n'a pas été fait, et moi j'ai du mal quand j'arbitre entre un méthaniseur et de l'élevage.
Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole à Madame Marie Pochon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, nous ouvrons pour la deuxième session les travaux de la Commission de développement durable et aménagement du territoire de la 17e législature et votre présence devant nous sera, je l'espère, un déflagrateur. Si on dresse le tableau à gros traits, entre 50 000 et 60 000 hectares sont transformés chaque année, soit une surface équivalente à la capacité de nourrir une ville comme Le Havre. Nos sols meurent, ne stockent plus autant de carbone et ne retiennent plus l'eau. La spéculation explose sur le foncier agricole avec 10% des fermes désormais financiarisées. La concentration des exploitations a continué de s'intensifier ces dernières années quand le renouvellement des générations paysannes semble bloqué et qu'une seule ferme sur 3 est encore transmise à un repreneur. En 50 ans, le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 76%, tandis que leur surface moyenne était multipliée par 3,6. Le problème de ces gros traits, c'est qu'on n'a pas de gomme pour les effacer. Quand on imperméabilise un sol, il n'y a pas de retour en arrière possible. Au total, entre 1970 et 2020, quelques 3 millions d'hectares de terres agricoles ont été grignotés, soit l'équivalent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces gros traits que j'ai esquissés, c'est votre quotidien à la FN Safer, vous qui assurez la transparence des marchés fonciers ruraux et qui veillez sur les transactions foncières agricoles, sur lesquelles vous avez systématiquement un droit de préemption. Mais ça, ce sont les gros traits. Comme souvent, ce sont les plus petites lignes qui sont importantes. Si c'est bien vous qui pouvez décider de l'attribution des terres agricoles, les SAFER n'ont plus la main, dès lors que celles-ci sont détenues par des sociétés agricoles qui cèdent leur part ou lorsque les communes décident d'un changement de PLU. On estime aujourd'hui qu'1 hectare sur 3 échappe au contrôle des SAFER. Chers collègues, décider de qui exploite le foncier et comment, c'est aussi décider de notre modèle agricole et alimentaire et de notre capacité à faire face aux périls climatiques. La loi d'orientation agricole, votée dans cette Assemblée il y a quelques mois, ne comportait quasi aucune mesure sur le foncier, hormis la provocation honteuse des GFAI, tombée notamment grâce à votre alerte. Monsieur le Président, les outils que vous avez à votre disposition aujourd'hui, qu'ils soient juridiques ou financiers, vous semblent-ils suffisants pour limiter la spéculation sur les terres agricoles et la rétention foncière? Et quels leviers financiers ou législatifs vous permettraient de mener au mieux votre mission de contrôle et de protection des terres? Je vous remercie. Merci Madame la députée, Monsieur le Président. Alors, je peux vous dire que la loi sans passe-tout, c'est un outil important, je le redis, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'en suis vraiment convaincu, et qui est énormément regardé par nos voisins, parce que c'est la première fois qu'on agit sur des sociétés. Et ça, c'était quelque chose d'important. Je pense que la loi, et je sais que ça a suscité des débats, et Dominique Potier n'est pas là, mais on l'a souvent partagé tous les deux. Moi, je pense que sur des sujets comme ça, qui sont des sujets qui peuvent être vite conflictuels, le foncier, c'est quelque chose d'important. Il vaut mieux une politique des petits pas, mais qui avance, qu'une politique du grand soir où finalement on n'aboutit pas. Et aujourd'hui, on l'a fait équilibrer, puisque ça n'empêche pas complètement les gens qui veulent avoir un projet de le faire, mais ils doivent compenser, alors le terme n'est peut-être pas le bon, mais ils doivent lâcher, hein, en clair c'est ça, c'est qu'on dit aux gens, vous voulez faire 100, eh ben, il faut que vous fassiez moins que 100. Et globalement, on peut dire qu'on y arrive. Il faut aussi, et là je vais vous le dire, hein, ce n'est pas que du législatif, il faut aussi du courage de la part du monde agricole, parce que ce choix de la compensation, il est fait par des gens du monde agricole. Et ce n'est pas facile de changer les habitudes, hein, de dire à quelqu'un, quand on vous dit, ben oui, mais il y a une société, si vous lui demandez d'enlever une partie de la société, ce sera plus rentable. Ben, je dis, moi, ils ne sont pas obligés de faire les opérations. Hein. Moi, là-dessus, je suis assez clair. Il faut qu'on l'applique. Et c'est important, et c'est le seul moyen de faire qu'on arrivera à installer des jeunes et qu'on arrêtera l'accaparement. Là-dessus, les choses sont indiscutables. Sur la partie protection de l'environnement et autres, 1/3 des installations en bio, en gros, sont faites par les SAFER. Et vous avez une chance sur 2 d'être attributaire, quand vous êtes en agriculture biologique, à la première demande, ce qui est 2 fois plus important que si vous n'êtes pas bio. Donc, sans que ça soit une règle écrite, sans que ça soit une loi, dans les faits, vous avez 2 fois plus de chances d'être attributaire quand vous êtes agriculteur bio. Ce que je peux vous dire aussi sur la protection et la prise en compte de la biodiversité et autres, je pense que vous connaissez tous Terre de Liens. Terre de Liens qui attribue et porte du foncier durablement pour installer des gens en agriculture biologique. Entre 80 et 90% des terres que Terre de Liens possède ont été attribuées par les SAFER. Donc on est vraiment dans une démarche d'accompagnement et aujourd'hui ça fonctionne bien et on est même, je peux vous dire,
amenés à les accompagner aujourd'hui dans la transmission de leurs exploitations, parce que vous savez, la vie, ça va vite, et une carrière professionnelle de 20 ans, vous pouvez vite être à la fin de votre carrière, et donc aujourd'hui, il y a des terres de liens qui sont transmises par la SAFER en location, puisque leur vocation est de surtout pas les vendre. Donc c'est important. Je vous le redis 2 secondes, on travaille avec beaucoup de pays autour de nous. Les Allemands sont en train de modifier leurs lois. Alors, c'est plus compliqué chez eux parce que c'est des Länder, et donc vous modifiez Länder par Länder. Mais l'Autriche, on est allé là en Lettonie, et tous ces pays sont en train d'imaginer des lois qui vont permettre de s'approcher de la loi sans passe-tout. Merci, Monsieur le Président. Je cède la parole à Mickaël Cosson. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, nous avons une situation qui nous permet de pouvoir se dire que beaucoup de défis vont se présenter à nous et ont déjà commencé. Avant tout, il y a bien entendu le défi climatique, mais on a aussi le défi démographique, surtout dans le modèle agricole. Avec, pour aujourd'hui, nous comptabiliser près de 2/3 de nos agriculteurs n'ont pas encore identifié la personne ou la société qui les reprendrait. Ça signifie que face à ce constat, face à la volonté aussi de pouvoir tendre vers une souveraineté alimentaire, la SAFER aura une activité encore plus importante qu'elle ne peut l'avoir aujourd'hui. Et pour cela, ça va nécessiter, vous l'avez dit déjà, des moyens financiers pour que justement ces cessions et ces transmissions puissent avoir lieu vers le modèle agricole et toutes ces diversités qu'il nous faut avoir pour répondre aux défis climatiques, mais aussi environnementaux. Et j'aurais une question toute simple, puisque beaucoup déjà ont été posées. Avez-vous déjà planifié, justement pour répondre à ces défis en termes d'organisation, pour faire en sorte que la SAFER puisse jouer un rôle majeur et non un rôle mineur, puisque dépassé par tous les événements qui auront lieu face à ces transmissions? Et avez-vous la possibilité déjà de nous en faire une esquisse pour que justement on puisse, soit d'un point de vue législatif, mais soit aussi d'un point de vue financier, anticiper ce mur auquel on va être confronté dans les 5 prochaines années? Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président. Alors, ce n'est pas un changement, mais on a renforcé par l'intermédiaire d'une convention qu'on a signée avec Chambre d'agriculture de France, où on met nos moyens en commun, notamment sur l'accompagnement des jeunes à la recherche d'exploitation. Et c'est important, on a beau travailler ensemble, c'est en permanence, parce qu'il y a aussi, après, des relations locales, il y a toutes ces choses-là. Ça, c'est avec les chambres d'agriculture. Je vais vous redire ici ce que j'ai dit à la présidente de votre commission. Je pense qu'il y a une structure qui manque et qui est pourtant un des points clés de l'installation en France, c'est les centres de gestion, qui ne sont jamais mis en avant et qui sont, pour moi, soit un facteur facilitateur, soit un facteur empêchant. Et j'aurais tendance à dire que dans un certain nombre de cas, c'est le deuxième cas. Hein. Bon. Et donc, on peut tout imaginer, mettre tous les moyens financiers, humains sur le tapis. Si vous avez quelqu'un qui a un endroit clé d'une transmission et qu'il a organisé les choses pour que ça ne passe pas dans les bons rails, eh ben, on n'aboutit pas. Donc, c'est pour moi aujourd'hui pas une question de moyens, mais une question d'aller voir les bons interlocuteurs. Et parce qu'aujourd'hui, les notaires et autres sont des gens avec qui on travaille, qui ont un devoir de transparence de par leur statut. C'est pas avec ces gens-là, quand je vous parlais des centres de gestion, c'est centres de gestion et les avocats. Hein. Regardez ce qui se passe. Je peux pas ici, j'ai pas le temps, mais dans mon département, il y a quelqu'un qui a fait son fonds de commerce de déclarer des sociétés en faillite, et donc d'organiser, hein, parce que vous passez au statut du commerce et pas au statut du code rural. Et donc, plus de possibilités que les propriétaires aient le choix de repreneur et toutes ces choses-là. Et puis qui organisent des passages. Et peut-être que vous allez voir dans la presse, parce que j'ai dit que par mon poste de président de la FNSAFER étant dans mon département, je serai peut-être celui qui va empêcher une expulsion, parce que je trouve intolérable
qu'on expulse quelqu'un alors qu'on a les moyens et que tout le monde serait d'accord pour qu'il y ait une conciliation, parce qu'on est dans de la financiarisation et qu'il faut faire marcher les choses comme ça. Moi, je trouve ça intolérable dans notre pays. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole à Madame Anne-Cécile Violent. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Écoutez, spontanément, j'avais l'intention, Monsieur le Président, de vous remercier de votre présence. Et c'est avec encore plus de sincérité que je vais le faire parce que vraiment vous écouter est un plaisir et est inspirant. Donc merci pour votre présence ce matin. Et c'est sincère. Vous le savez, dans le combat face au changement climatique, endiguer l'artificialisation des sols est une priorité. Un sol artificialisé ne stocke plus de CO2, constitue un espace stérile pour la biodiversité. C'est même la première cause établie de sa diminution. Et un sol artificialisé, imperméable, contribue directement au dérèglement du cycle de l'eau. Nous le savons tous. Or, depuis 50 ans, notre pays a détruit plus d'espaces naturels et forestiers qu'au cours des 500 années précédentes. Et nous en consommons aujourd'hui encore quelques 20 000 hectares par an. Tous les territoires sont concernés. On constate par exemple que 61% de la consommation d'espace survient dans des espaces sans tension immobilière. Au-delà de l'impact environnemental, les conséquences de cette artificialisation des sols sont aussi socio-économiques, coût des équipements publics, augmentation des temps de déplacement et de la facture énergétique des ménages, dévitalisation des territoires en déprise, diminution du potentiel de production agricole dans un contexte où la souveraineté alimentaire doit être une priorité, et j'en passe. Donc sur ce dernier point, je tiens à saluer le rôle et l'implication de la SAFER qui depuis des années œuvre à la protection des terres agricoles et des milieux naturels et qui nous alerte également sur la consommation masquée du foncier agricole avec le détournement de terres agricoles de leurs usages. Mais évidemment, vous en avez parlé. Alors, mes questions tournent autour aussi de sujets déjà abordés, donc je vais peut-être plus préciser, compte tenu de votre expertise de tous ces sujets. Est-ce que vous avez encore des conseils à nous donner sur les actes prioritaires d'action sur lesquels nous pouvons, en tant que législateurs, améliorer notamment les outils de contrôle du foncier agricole pour éviter la dite consommation masquée du foncier agricole? Et puis, on a beaucoup parlé de la loi Sempastou. Est-ce que, selon votre regard, il y a une régulation satisfaisante de l'accès au foncier agricole au travers des structures sociétaires? Vous l'avez déjà abordé, mais voilà, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président. Alors, la loi Sempastou, elle est bien. Ça ne va pas suffisamment vite. J'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, mais je vous avais compris que je préfère que ça aille doucement et puis qu'on aboutisse, sachant qu'il y a eu quelque chose d'important qui a été fait dans le vote de cette loi, c'est qu'il y a une évaluation qui doit être faite 3 ans après. Donc l'année prochaine, on va présenter fin 2025. On souhaitait qu'il y ait 3 années pleines de mise en œuvre pour que ça soit significatif. La première année étant une année de mise en route où il y a des gens qui avaient anticipé l'année d'avant la mise en œuvre, et donc on n'était pas sur une année pleine, on va dire. Donc il y aura une évaluation qui permettra aux législateurs soit de renforcer, soit d'alléger certains points si nécessaire. Moi, je suis tout à fait favorable parce qu'il ne faut pas non plus qu'on empêche les gens de travailler si ce n'est pas nécessaire, ou à l'inverse, qu'on soit plus contraignant s'il faut le faire. Vous me parliez de mesures qu'il pourrait y avoir à mettre en œuvre. Moi, je l'ai dit, je vais le rappeler, qu'il y ait une réflexion sur les baux amphithéotiques me paraît quelque chose d'important, sachant que ce n'est pas que pour l'agriculture, là, et c'est vrai pour d'autres sujets. Si demain, une collectivité veut mettre en œuvre un droit de préemption urbain et que les gens ont fait plutôt un bail amphithéotique, on ne peut pas le faire non plus. Donc c'est la même chose. Je pense que là, il y a vraiment besoin. Sur les démembrements de propriété, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on ne puisse pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un moyen de contrôler. Et ça me paraît important. La protection des terres, vous avez compris, c'est pour moi une vraie priorité parce que il n'y a pas d'alternative. Une fois qu'on a artificialisé, c'est fini. Ce qui n'était pas le cas 500 ans en arrière où on construisait un peu différemment. Aujourd'hui, on ne revient plus en arrière. Je pense, pour être tout à fait objectif, et je sais, ça va peut-être susciter le débat parce que je sais que de temps en temps ça le fait, je pense que les constructions agricoles doivent être prises en compte avec peut-être
et même sûrement, mais on doit les définir aussi comme de l'artificialisation. Il ne faut pas que le monde agricole dise on doit protéger les terres agricoles et qu'eux-mêmes ne s'imposent pas des règles qui soient contraignantes. Ça veut dire qu'il faut qu'on y fasse attention de la façon dont on le fait. Peut-être qu'il y a un traitement à part, mais elles doivent être notifiées comme étant de l'artificialisation malgré tout, parce que je pense qu'un agriculteur, il est comme n'importe qui dans la société aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens vertueux, puis il y en a qui le sont moins. Et donc, il y a des gens qui profitent de failles du fait qu'on ait le droit de faire autre chose parce qu'on est agriculteur. Moi, je trouve qu'on doit le faire. Et quand on le fait, on arrive à montrer qu'on peut justement travailler en étant plus économe. L'enjeu, c'est de ne pas gaspiller. L'intérêt général, s'il y a besoin, il ne faut pas hésiter à le faire, mais c'est le gaspillage qui est intolérable. Et il y a encore beaucoup de choses qui sont dans ce cas-là. Et le dernier point que je voudrais rappeler sur ce que vous me disiez, Madame la députée, c'est tous les bâtiments agricoles, notamment dans les régions où il y a eu beaucoup d'élevage hors sol. J'entendais dire qu'il y avait plus de 5000 poulaillers dans la région ouest qui sont aujourd'hui plus utilisés, qui ont des toitures en fibrociment amianté et qui aujourd'hui donc sont potentiellement source de pollution, occupent des terrains qui ne devraient pas occuper, soit pour l'agriculture, soit pour l'habitation, soit pour le remettre à la nature, tout simplement. Et donc il faudrait, comme c'est possible dans le cadre de bâtiments industriels, il y a le fonds friche qui est utilisable dans le cadre des EPF, d'État ou locaux, il faudrait qu'on puisse faire bénéficier le monde agricole d'un soutien pour le démantèlement de ces bâtiments agricoles qui n'ont plus d'usage agricole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens juste à préciser qu'il y a un groupe de travail amiante qui est en cours au sein de l'Assemblée nationale pour traiter notamment ces sujets-là. Je passe la parole à Madame Constance de Pellichy pour les derniers orateurs de groupe. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président, c'est effectivement un plaisir de vous écouter. Je voulais saluer la clarté et la sincérité de vos propos, l'engagement qui est le vôtre et la précision de vos réponses. J'ai plein de questions, du coup, à la suite de vos différents propos. J'essaierai d'être plutôt concise. S'agissant du ZAN, je vous rejoins totalement lorsque vous indiquez que le développement de nos bourgs n'est pas directement lié à l'étalement de ceux-ci. C'est encore compliqué de le comprendre, en particulier dans le monde rural. On a parfois en plus des systèmes qui sont un peu contre-intuitifs pour les élus locaux. Vous parliez notamment des routes qui rentrent dans le calcul des ressources des collectivités locales. Il y aurait d'autres exemples que nous pourrions citer qui incitent aujourd'hui à l'étalement des bourgs. Et avant d'arriver à réussir à organiser différemment nos collectivités, il va falloir faire preuve effectivement de beaucoup de pédagogie, mais aussi se doter d'outils qui permettront aux élus locaux d'aller dans d'autres directions. Je voulais savoir d'ailleurs à ce titre comment la SAFER travaille-t-elle à la co-construction de projets avec les territoires ruraux et avec les élus locaux. Dans quelle mesure la SAFER est-elle également sollicitée dans le cadre des travaux sur les PLU, PLUI? Je pense que l'enjeu est fondamental à ce titre. Voyez-vous, vous, du côté de l'observatoire, entre guillemets, que vous pouvez être sur le foncier agricole notamment et les ENAF au sens large, les effets de la loi ZAN déjà? Est-ce qu'il y a une forme d'anticipation parmi les élus locaux? Pensez-vous que telle qu'elle a été conçue, elle est effective, tenable, bien construite, ou pensez-vous qu'il faudrait malgré tout aller vers des ajustements de la loi qui permettraient une meilleure application? Vous parliez tout à l'heure et à l'instant également de la requalification des friches agricoles. Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin pour aller vers quelle destination? On a pas mal de débats, notamment sur les PLU, PLUI, sur les changements de destination. Faut-il faire de certains ensembles agricoles des ensembles à vocation d'habitation ou pas? On est parfois très éloigné des bourgs avec des problématiques de défense incendie, d'accès au réseau, de mitage aussi.
Et si on ne va pas vers ce type de changement de destination, vers lesquels allons-nous? Je vois que le temps file très vite. J'aurais également aimé vous entendre sur les énergies renouvelables et notamment quel encadrement du déploiement des énergies renouvelables pour garantir la préservation de l'agriculture. Je pense notamment au photovoltaïque. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le Président. Alors, beaucoup de questions qui m'intéressent. C'est vrai que il y a par exemple un outil qui a été mis en place, c'est la CDPNAF. La CDPNAF, quand elle fait peur, ça veut dire qu'elle fonctionne. Si elle ne faisait pas peur, ça voudrait dire qu'elle ne marche pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une commission importante. En fait, c'est des lieux où on peut discuter. Et je pense que dans l'urbanisme, si on veut éviter d'opposer, par exemple, protection ou liberté de faire n'importe quoi, il faut qu'il y ait des moyens de déclasser quand il y a des enjeux forts. Je vais vous dire, on a réfléchi à cette protection des terres agricoles parce que je pense que par définition, moi j'aime bien convaincre plutôt que d'imposer. Et quand on est à la FNSAFER, on n'impose pas, donc on ne peut que convaincre. On était allé à Québec, il y a maintenant une petite vingtaine d'années, à Québec, grand territoire, mais petit territoire agricole. Parce qu'il y a peu de terres agricoles à vocation de production. Et donc, ils ont mis en place une commission de déclassement des terres agricoles. Et donc, c'est les élus. Tout est protégé, en fait, dans ces zonages-là, protégé. Et si on veut changer de destination, ça doit passer dans une commission de déclassement. Et donc, on doit être capable d'imaginer ce genre de choses. Vous parliez de l'exemple du changement de destination de bâtiments agricoles. Moi, je suis convaincu, et je l'ai fait dans la commune où je suis, un corps de ferme qui est obsolète et qui est aujourd'hui au milieu d'un bâti où il y a déjà des habitations, il n'y a aucun enjeu de ne pas le changer de destination. Il faut le faire. Parce que de toute façon, on ne fera plus d'agriculture à cet endroit-là. À l'inverse, là où il y a de l'élevage, il faut être très vigilant parce qu'on sait très bien pourquoi il y a eu des règles de distance et autres. C'est parce que les gens se plaignent, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a tout ce qu'on veut. Et donc, il faut protéger l'activité. Et donc, il faut être capable ici d'ouverture, là, de ne pas lâcher. Et donc, c'est pas simple. Je pense que ça, c'est vraiment de la responsabilité des collectivités territoriales. Il faut absolument que ce raisonnement d'urbanisme, et pas au niveau local, hein, des collectivités. C'est-à-dire que le fait qu'on fasse des PLUI aujourd'hui, des communautés de communes, me paraît l'échelle importante. Le SCOT, j'en parlais. Moi, je suis dans une commune où on est limite de département, limite de région. Et on a été exclu parce que les modifications des Comcom ont fait qu'on n'a plus de SCOT. C'est compliqué. Et moi, je trouve qu'il y a des réflexions qu'on doit avoir sur justement pouvoir faire des SCOT interdépartementaux ou interrégionaux, parce que quand vous êtes au bord, votre cadre de vie, il est plus sur les gens qui sont de l'autre côté de la frontière départementale que ceux qui sont à 30 ou 40 km. Et ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, font qu'on a mis en place des règles. Il faut de ces règles, mais il faut de la souplesse. Alors, c'est pas simple quand je dis ça, mais... et puis, il faut... Et là, on vous parliez d'enjeux. On est en train, nous, de faire un nouveau quartier. Et je propose qu'on fasse du chauffage urbain. Et c'est pas spontané, vous voyez, le chauffage urbain aujourd'hui. Pourtant, ça me paraît évident que quand on crée un nouveau quartier, avoir un chauffage plutôt que d'avoir des centaines de chauffages individuels, ça me paraît... non, il y a des gens qui vous disent « Ah oui, mais c'est compliqué ». Oui, c'est compliqué. Mais si on veut régler ce problème d'urbanisme, c'est par exemple un autre exemple que je vais vous donner. Les gens, à juste titre, veulent de la maison individuelle. On peut faire de la maison individuelle, mais de la maison individuelle jumelée. Ça reste de la maison individuelle. Vous supprimez toutes les parties qui sont entre les maisons qui servent à rien du tout. On peut construire au bord de la route et faire comme c'était le cas dans tous nos bourgs anciens. Auparavant, c'était sur R+1 plus comble, partout. Et puis là, aujourd'hui, on était sur un rez-de-chaussée. Non, ça, c'est de la densification intelligente qui va malgré tout dans la demande de nos concitoyens d'avoir du logement individuel. Et juste, je termine là-dessus. En plus, si on fait ça intelligemment avec des bons architectes, vous diminuez votre coût de chauffage parce que quand vous avez des maisons jumelées et que vous les avez fait intelligemment, il ne faut pas entendre le voisin d'à côté, hein, fait intelligemment, il y a moins de chauffage parce qu'il n'y a pas d'endroit où vous allez avoir du vent et des choses comme ça. Voilà, c'est des exemples qui me paraissent simples et acceptables et ça marche. Hein. Les gens acceptent d'être logés dans des maisons jumelées, il n'y a aucun problème. Merci, Monsieur le Président. Nous allons maintenant passer aux questions des députés. Nous en avons 9. Nous allons les prendre à la suite pour 1 minute et puis ensuite vous pourrez y répondre. Pardon, donc on commence avec Monsieur David Magnier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, je vous remercie pour votre intervention. Lors des auditions précédentes, notamment celles menées dans le cadre de la mission conjointe de contrôle
relative à la mise en application du ZAN au Sénat, il a été souligné que la rigidité de la politique zéro artificialisation nette risquait de condamner des milliers de petites communes rurales à une stagnation forcée, les empêchant de se développer. Le Sénat a d'ailleurs voté un assouplissement de cette loi pour offrir plus de souplesse dans l'application des quotas fonciers, introduisant des mesures telles que le droit à l'hectare dans chaque commune. Cependant, cet assouplissement reste limité et beaucoup d'élus locaux, comme l'a rappelé l'Association des maires ruraux de France, continuent de se plaindre de ne pas pouvoir répondre aux besoins de leurs habitants, que ce soit en matière de logement, de développement économique ou de services publics. Dans ce contexte, comment la SAFER peut-elle concrètement agir pour soutenir ces communes qui voient leur avenir compromis? Et serait-il envisageable de développer une politique de compensation territoriale plus ambitieuse, permettant à ces territoires d'échanger des droits artificialisés en fonction de leur dynamique démographique et économique? Une telle mesure pourrait-elle s'accompagner d'un renforcement de la concertation locale pour mieux équilibrer les objectifs nationaux et la réalité locale des communes rurales? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur Aurélien Dutremble, pour 1 minute. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, l'artificialisation des sols, c'est l'altération d'un sol ainsi que de son potentiel agronomique. C'est la définition. Le potentiel agronomique est en effet altéré, et c'est le cas en France, par l'acquisition du foncier agricole par des investisseurs étrangers qui soulèvent plusieurs problèmes quand il fait disparaître à la fois la diversité des productions et favorise le développement exclusif de certaines monocultures à destination du seul pays de l'investisseur. Monsieur le Président, ces phénomènes dramatiques pour l'agriculture française, vous y êtes sensible dans la mesure où vous avez déclaré en juin 2024 que la SAFER sont totalement opposées à la financiarisation des terres et que la régulation du foncier est nécessaire pour permettre le renouvellement des générations d'agriculteurs. Monsieur le Président, comment le législateur peut-il aider, comme nous le souhaitons avec mes collègues du Rassemblement national, pour que les agriculteurs français puissent rester les premiers exploitants du foncier agricole? Pour limiter la logique d'accaparement, faut-il inscrire dans le marbre de la loi que les SAFER contribuent à la protection du foncier agricole contre la mainmise par les sociétés étrangères? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Madame Christelle Pétex. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Merci déjà pour vos présentations, vos explications et surtout votre implication depuis tant d'années pour l'agriculture française. En effet, la préservation des terres agricoles est fondamentale et vous en êtes convaincus. Je profite toutefois aujourd'hui de cette audition pour vous exprimer tout haut ce que grand nombre de personnes pensent tout bas et peut-être un témoignage d'un département dense et attractif qui est la Haute-Savoie. La SAFER devient un agent immobilier. Est-ce une simple mauvaise perception ou est-ce malheureusement une réalité? Qu'est-il prévu pour éviter de tomber dans ces travers et être l'acteur des agriculteurs, l'acteur de nos producteurs et surtout l'acteur de nos nourriciers? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur François-Xavier Tchécoli. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président. Alors vous êtes longuement revenu sur les outils visant à détourner l'action de la SAFER, donc je ne vais pas m'exprimer dessus. 2 remarques et 2 questions. La première sur le ZAN. Aujourd'hui, on voit bien que le fait que cette loi s'applique de manière uniforme sur le territoire, je suis en Corse par exemple, n'est pas sans poser problème, notamment les friches industrielles, ça existe dans certains endroits et pas partout. Et le fait que les chiffres et les obligations soient exactement les mêmes ne contribue pas à simplifier l'affaire. Enfin, un deuxième élément, on le voit également sur mon territoire, où la région en charge le déploiement. Beaucoup d'obstacles politiques font que les décisions ne sont pas prises et qu'on va se retrouver sans doute à terme sur nos territoires, en tout cas avec des communes qui vont devoir à réguler de manière territoriale cette obligation. Et là, on va punir les bons élèves. En clair, celui qui aura peu urbanisé, il aura la moitié de peu de choses. Et celui qui a beaucoup urbanisé, il lui restera beaucoup. Une dernière question sur les outils de transformation agricole qui n'ont pas été évoqués. Vous avez parlé de l'enjeu sur les agriculteurs. Là, j'en viens sur l'enjeu des outils de transformation, les stations de conditionnement. Merci de poser la question. Excusez-moi. Donc, à savoir si là aussi, il ne faudrait pas une intervention pour que ces outils soient également protégés puisqu'ils sont nécessaires au déploiement de l'agriculture. Merci, monsieur le député. Monsieur Jean-Yves Bonny. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président national, très heureux de vous retrouver dans cette commission, tellement vos propos sont toujours pertinents et instructifs. Nous poursuivons
Nous poursuivons le même objectif, favoriser et accompagner la transition du monde agricole et donner davantage de moyens aux SAFER, notamment des financements publics pour prioriser l'accès au foncier de nouveaux agriculteurs porteurs de projets bénéfiques pour l'environnement et atteindre ainsi l'objectif du zéro artificialisation. Tel est notre souhait à tous. Pourtant, les territoires situés dans des zones peu denses ou de montagne sont confrontés à des difficultés de développement qui justifient l'application de règles plus souples concernant le ZAN, sachant qu'il contribue peu à l'artificialisation de notre pays. Pensez-vous qu'il faille prescrire la prise en compte des spécificités des territoires dans l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, et notamment celle des communes classées en zone de revitalisation rurale? Quelle est votre position en la matière, Monsieur le Président? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur Vincent Descoeur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, je souhaitais aborder 2 sujets d'actualité pour la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, mais pas seulement, si j'en juge par les questions posées par les collègues. La première est la consommation masquée des terres agricoles qui découle de l'achat de corps de ferme et de terres adjacentes promises à un nouvel usage, souvent non agricole. À défaut de relever de l'artificialisation, il s'agit d'un changement de destination. De quels outils disposez-vous pour, pour freiner ce phénomène qui, vous l'avez rappelé, n'est pas négligeable? Je crois que vous avez parlé de 20 000 hectares par an. Le second sujet, excusez-moi, décidément, est celui du développement des parcs photovoltaïques qui reposent souvent sur des baux amphithéotiques. On en a beaucoup parlé ce matin, de ces baux amphithéotiques. Je souhaiterais savoir si sur cette question du développement de l'agrivoltaïsme, la SAFER a une doctrine. Merci, Monsieur le député. Monsieur Vincent Thiébaut. Oui, merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, alors très rapidement, parce que vous avez déjà répondu partiellement à la question que je voulais vous poser, notamment ça concernait l'article 12 de la PLOA sur les GFAI, qui effectivement a été supprimé à l'Assemblée. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose, que ça interrogeait beaucoup sur les risques qu'il y avait en termes du profil des investisseurs et notamment sur la spéculation sur le foncier. Toutefois, se pose quand même cette question effectivement de pouvoir faire venir des investisseurs sous une forme. Je trouve que l'idée de l'outil est peut-être intéressant. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer un fonds au niveau national dans lequel effectivement il y a des investisseurs mais qui est géré et piloté, pourquoi pas, je ne sais pas, par les SAFER ou autres. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, parce qu'effectivement l'État peut beaucoup, mais l'État ne peut pas tout le temps. Voilà. Merci à vous. Merci, Monsieur le député. Monsieur Nicolas Bonnet. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président d'être présent, bonjour tout le monde. Je voulais vous interpeller sur une première chose. Vous avez évoqué la question de la souveraineté alimentaire, qui pour moi passe en tout cas à travers la question de l'autonomie des territoires. Il y a de nombreux projets élémentaires et territoriaux qui maillent de plus en plus nos territoires pour travailler sur ces sujets. J'aurais aimé savoir comment est-ce que la SAFER collaborait avec eux, parce que souvent ces projets élémentaires et territoriaux manquent un peu de moyens pour derrière que ça débouche sur des actions concrètes. Vous avez aussi évoqué la question de la souveraineté de l'eau, que vous y contribuez, donc sans vraiment préciser ce que vous mettez derrière le terme souveraineté de l'eau. Donc si vous voulez apporter quelques précisions, ça m'intéresse. Et sinon, vous interpellez sur un cas où la SAFER du Puy-de-Dôme n'a pas vraiment joué son rôle de protection des terres agricoles, puisque sur la commune d'Orsay, elle a acheté des terres agricoles où on sait très bien que, parce que le PLUI est en phase de validation, vont devenir constructibles, parce que justement, la mairie voulait s'assurer qu'elles ne seraient pas préservées, puisque la vente allait se faire à un collectif qui comptait préserver ces terres. Donc il y a eu une dérive là-dessus qui me semble notoire et à signaler. Merci. Merci, Monsieur le député. Et enfin, Monsieur David Topiac. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, merci pour votre intervention. Je suis député du département du Gers où les projets d'agrivoltaïsme et de photovoltaïque au sol se développent de manière importante. Les services de l'État et les chambres d'agriculture s'approprient les décrets d'application sur l'agrivoltaïsme, sur le photovoltaïque. Les territoires définissent les zones d'accélération. Tout cela est en ébullition. Je voulais connaître votre position aujourd'hui. Ma crainte, si je suis favorable au photovoltaïque et à l'agrivoltaïsme, ma crainte, c'est d'éviter la concurrence entre les énergies renouvelables et les baux amphithéotiques d'une part, et puis l'agriculture et les baux ruraux d'autre part, au profit des seuls propriétaires. Et mon souhait est plutôt d'assurer une complémentarité au profit également de l'agriculteur et d'assurer un partage de la valeur. C'est d'ailleurs l'objet d'un groupe que nous avons créé il y a quelques semaines, juste avant la dissolution, avec quelques députés, pour évaluer le partage de la valeur entre propriétaires, agriculteurs et fermiers. Donc quelle est votre vision là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais phénomènes d'aubaine qui peuvent poser problème.
Merci, monsieur le député. Monsieur le président, je vous laisse la parole. Alors, je vais répondre. Il y a eu plusieurs questions sur les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque. La doctrine des SAFER, c'est qu'on n'est pas favorable au photovoltaïque au sol. Très clairement, on n'est pas favorable au photovoltaïque au sol et on intervient à la demande de collectivités encore. Moi, j'ai préempté à la demande du président de la région Normandie contre du photovoltaïque au sol. On a signé une convention avec l'agrivoltaïsme, qui est différent pour moi, et tel que les règles ont été définies, et je pense que le législateur a été vraiment dans le détail, on doit garantir au moins 90% de la production agricole. Ça veut dire que ça ne peut pas être un alibi. 90%, c'est important, et ça doit apporter des services à l'agriculture. Au-delà du service financier, parce que si on compare et qu'on met en concurrence le revenu de l'énergie par rapport au revenu agricole, on sait qui gagne. Et donc, il y aurait du photovoltaïque partout, et ça serait dramatique. Donc, très clairement, agrivoltaïque, oui, et c'est la loi aujourd'hui, donc comme ça, c'est encore mieux. Hein, on y était en anticipation. Photovoltaïque au sol, même si c'est dans des endroits, sauf évidemment, quand je dis au sol, nous, on est favorable parce qu'on est partout sur les toitures. Et qu'on accompagne et qu'on simplifie les choses. Parce que je vous le dis, aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie qu'on vous mette des normes de quantité de production, qu'on vous complexifie le raccordement avec Enedis, des choses comme ça. On dit qu'on veut faire de l'énergie. Ça peut durer 6 mois pour être raccordé alors que tout est monté. C'est des choses qui, aujourd'hui, dans notre pays, pour moi, ne fonctionnent pas bien. Il y a un problème. Bon. Ça, c'est le point sur les énergies renouvelables. Sur le ZAN, et indirectement sur l'urbanisme dans le milieu rural. Je pense qu'une des problématiques du développement de nos communes rurales, c'est qu'il y ait des gens qui viennent avec des enfants. Et ce n'est pas en construisant, en étant propriétaire, parce que toutes les communes rurales qui l'ont fait se sont plantées. Vous faites un lotissement nouveau, il y a des jeunes qui viennent parce qu'on les accompagne, ils ont des enfants, l'école est remplie des fois au-delà de ce qu'on avait prévu, on crée une école supplémentaire et il faut recommencer 10 ans après parce qu'une fois que les gens sont propriétaires, eh ben, ils restent dans leur maison. Donc le sujet, c'est qu'il y ait du locatif aussi dans le monde rural. Si on veut, et là je pense pouvoir l'affirmer, si on veut qu'il y ait des jeunes couples, eh ben, il ne faut pas qu'ils soient obligés d'être propriétaires. Et dans le monde rural, souvent, on est propriétaire. Donc il faut qu'on accompagne ce locatif, qui n'est pas forcément toujours bien vu dans nos collectivités locales où il y a très peu de locatifs. On a peur de voir venir des gens ou autres. Voilà, je le dis, je suis convaincu de ça. Et de l'accompagner. Il n'y a pas de friche industrielle partout, c'est vrai. Néanmoins, qu'il y ait un nouveau modèle de développement. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des collectivités sont regroupées en interco. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment très positif. Ça donne des moyens supplémentaires. Ça va rejoindre ce que vous disiez, monsieur, concernant les projets alimentaires territoriaux. Une collectivité, avant, elle n'avait pas les moyens de mettre en œuvre une politique, notamment sur ces sujets de politique alimentaire. Aujourd'hui, elle a cette capacité d'imaginer des projets et elle a surtout la capacité de le financer. Les SAFER accompagnent directement par l'attribution de terres à des gens qui peuvent avoir des projets qui correspondent à la demande de la collectivité. Hein. Si la collectivité veut un maraîcher, si la collectivité veut qu'il y ait des vergers, si on veut maintenir de l'élevage, eh ben, on peut accompagner. Et alors, là, c'est un peu le monde idéal que j'essaye de mettre dans ma commune. Je dis bien que j'essaye. Hein. Sur la protection de l'eau, aujourd'hui, les SAFER, on a plusieurs moyens pour protéger l'eau. Directement, on accompagne les collectivités pour faire des échanges. Il y a des parcelles où il faut plutôt de l'herbe que de la culture. On le sait. Bon. Si ça se fait uniquement, il y a une loi qui a été votée qui a donné le droit de préemption aux collectivités pour préempter pour l'eau. Nous, on était opposés parce qu'on multiplie les droits de préemption et ça ne fonctionne pas. Il y a des territoires, pour pouvoir acheter par droit de préemption, tenez-vous bien, hein, on l'a présenté au Congrès des maires l'année dernière. Vu le marché, il faudrait 4000 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché. Sur ces collectivités-là, il y a zéro marché. Donc uniquement par le droit de préemption, si la collectivité veut protéger son captage, c'est impossible. Et donc il faut de la négo, et les SAFER, c'est vraiment leur rôle. On fait de la négo, on va voir un agriculteur, on lui dit, bah voilà, t'es propriétaire là, la collectivité a un projet, on va t'attribuer un terrain à un autre endroit, et on va réattribuer celui-là à un éleveur plutôt que... Et ça fonctionne parce qu'on est dans du temps long, et que les gens nous connaissent et qu'ils savent que c'est un bon moyen de fonctionnement. Ça ne coûte pas très cher, hein.
et ça marche. Deuxième sujet, par notre cahier des charges, on accompagne aussi, parce que quand on dit qu'il faut que ça reste en herbage, et qu'il y a un cahier des charges que ça doit être en herbage, eh ben, ça ne peut pas être autrement, parce que sinon on peut casser la vente. Donc là, c'est un vrai moyen. Et quand je vous dis que le monde idéal que j'imagine, moi, c'est qu'on arrive à attribuer, et par l'intermédiaire de paiement pour services environnementaux, alors ce n'est pas la SAFER, mais je vais vous le dire quand même, qu'on accompagne des gens sur des transformations et qu'on arrive, en les faisant transformer, à ce que les gens qui ont leurs prairies qu'ils ont transformées puissent aller fournir de l'alimentation aux gens dans la collectivité qui a mis en place un PAT, et qu'on puisse dire aux gens, vous avez payé un tout petit peu plus cher l'eau, mais la contrepartie, c'est que vous nourrissez vos enfants avec des produits qui ont permis de protéger l'eau. Et ça, c'est vraiment le monde vertueux, mais ça nécessite de la contractualisation, et je pense que c'est possible, hein, parce que ça fonctionne, nous on l'a mis en place. Donc, mais il faut un petit peu de temps. Voilà. Sur l'achat par des étrangers, alors on avait interpellé fortement quand il y a eu les Chinois qui ont acheté dans l'Allier et dans l'Indre, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de moyen de le savoir. Ça a permis de mettre en place, en 2014, la loi d'avenir, hein, avec Stéphane Le Foll. C'est comme ça qu'il y a eu cette obligation de notifier les transferts de sociétés. Avant, il n'y avait pas moyen de le savoir. Aujourd'hui, en France, 3%, on pense pouvoir être à peu près exhaustif avec les sociétés, pas tout à fait, mais globalement quand même. 3% des terres appartiennent à des étrangers, et plus de 90% des étrangers sont des étrangers de l'Union européenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. En gros, il y a 1% des terres qui appartiennent à des étrangers hors Union européenne, et une partie significative, ce sont des vignobles dans des endroits où ça s'est fait avec l'accord des représentants locaux de l'agriculture. Hein. Vous avez des châteaux dans le Bordelais, par exemple. Ça ne s'est pas fait contre leurs intérêts. Vous aviez tout à l'heure une question concernant, pas une question, mais que les SAFER étaient devenues des agences immobilières. Alors, quand on me dit ça, je pose la question, qu'est-ce qu'on entend agence immobilière? Effectivement, notre rôle, c'est d'être intermédiaire. Donc, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Quand tous les ans, on achète et on revend 100 000 hectares, on est effectivement... on fait un acte d'agence immobilière. Mais souvent, c'est dit comme étant quelque chose de péjoratif. Et donc, je voudrais comprendre, parce que vous avez vu que j'essaye de répondre de façon à peu près transparente, j'essaie en tout cas, et je voudrais comprendre ce qui nous est reproché là, en l'occurrence, parce que sinon je ne peux pas vous répondre. Ah, pardon, c'est bon. Allez-y, Madame la députée. Oui, en fait, pour être plus précise, il s'agit surtout, en tout cas dans notre département, où souvent la SAFER, la priorité n'est pas forcément donnée aux agriculteurs, pas forcément en plus à l'agriculteur qui travaillait les terres. Et puis, il y a toute la question aussi financière derrière, la question des terrains. Et comment, en fait, la SAFER, du coup, prend ses décisions, et comment faire en sorte de bien avoir ce rôle de soutien à l'agriculture et non plus de spéculation immobilière ou de fléchage vers d'autres acteurs. Je ne sais pas si c'est assez clair pour Monsieur le Président. Alors, d'abord, et je vais le repréciser, en fait, notre mission n'est pas exclusivement agricole. Donc, on est amené à répondre aussi aux demandes des collectivités. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit on a attribué des terres. Enfin, la SAFER a acheté pour une collectivité, parce que c'est notre rôle d'accompagner les collectivités. Parce que si cet outil qui a été mis en place ne servait pas aussi aux collectivités quand il y a besoin d'acquérir pour, je ne sais pas, moi je vais vous donner des exemples, agrandir le cimetière. On sait tous malheureusement qu'on va mourir. Il y a des collectivités qui avaient des tout petits cimetières. Et il faut agrandir le cimetière. La SAFER, elle est amenée à attribuer un terrain à la collectivité. Vous voyez, c'est des choses ça reste des surfaces petites. Alors l'objectif, très clairement aujourd'hui, c'est de restreindre par rapport à la demande initiale. Avant, on attribuait une parcelle cadastrale. Vous voyez, si on était amené à acheter 2 hectares et qu'il y avait besoin d'1 hectare, on attribuait les 2 hectares. Et maintenant, on n'attribue plus systématiquement, on fait des redécoupages et on n'attribue que ce qui est nécessaire pour essayer justement de protéger les terres agricoles. Ça, c'est vraiment des points importants. Et puis,
Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un comité technique, Madame la députée. Oui? Vous y êtes déjà allé? Est-ce que vous êtes déjà allé? Parce que je vous invite, si ça vous intéresse, hein, et à l'ensemble des élus, on le fait maintenant assez couramment, il y en a qui l'ont déjà fait, mais de participer à un comité technique, justement pour voir et comprendre comment se passe un comité technique et quels sont les arguments qui font qu'on attribue plutôt à un tel qu'à un tel. Et bien souvent, y compris dans des collectivités, il y a des fois des collectivités qui se plaignent de ne pas avoir été attributaires de la SAFER, et les représentants des collectivités ont voté contre le fait d'attribuer une collectivité. Vous voyez, parce que, et c'est la même chose pour l'agriculture. C'est en général, on n'est pas amené à voter en comptant les voix, parce que c'est globalement assez consensuel le fait d'attribuer ou de ne pas attribuer à quelqu'un. Alors s'il faut voter, on vote, hein, mais c'est globalement assez consensuel parce que justement ça paraît tellement logique. Une collectivité a besoin de quelque chose, ben on va l'accompagner, on va lui donner les moyens de le faire, et ça coûte en plus en général un peu moins cher à la collectivité que d'être amené à faire de l'expro. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais c'est vraiment, on a un rôle agricole et de développement local et de protection de l'environnement. Et l'eau, par exemple, on attribue à des syndicats d'eau ou des syndicats de bassins versants ou des syndicats pour éviter les inondations, vous voyez, des choses comme ça. On est à la fois protection de l'environnement et en même temps protection de la ressource. Je ne sais pas si j'ai... Alors par rapport aux investisseurs, point important, par rapport aux investisseurs, je l'ai dit mais je vais le reprendre, je pense aujourd'hui 70% des terres en France sont exploitées en fermage. Donc les propriétaires sont des investisseurs, mais pas au sens de l'investissement spéculatif. Ce sont des gens qui portent le foncier, et ça, c'est quelque chose de tout à fait positif. Les SAFER, dans le cadre de notre fonds Élan, on souhaite mettre en place un fonds de portage qui permette de suppléer, quand on n'a pas à l'instant T, un propriétaire, personne physique, qui veut acheter du foncier. Ça arrive. Et donc, c'est ça qu'on voudrait mettre en place dans notre fonds de portage. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller chercher des sommes folles, parce que l'objectif, c'est surtout pas de créer par un apport financier, une spéculation foncière qui augmentera encore le prix du foncier. Hein. Quand vous êtes sur des petits marchés, dès que vous avez une demande forte, et on en a discuté longuement au moment des GFAI, hein, vous l'avez, ce qui se passe dans la forêt aujourd'hui est complètement dément. Il y a des forêts à 40 000 € l'hectare. Vous imaginez, il y a quelques années, on était avec un zéro de moins. Bon. Tout ça parce que c'est pas parce que la rentabilité de la forêt a été multipliée, hein, c'est parce qu'il y a des investissements très très forts. Donc il faut, pour éviter les investisseurs étrangers, vous l'avez compris, il y en a très peu. La loi Sans Passe-Tout aujourd'hui nous permet de le faire, et il faut qu'on accompagne les propriétaires, personnes physiques. Je vous l'ai dit. En plus, je pense que ça permet de se faire se rapprocher des gens qui aujourd'hui ont de l'argent placé sur des placements complètement transparents, en fait, où il n'y a pas d'enjeu fort, mais de se faire rapprocher nos concitoyens qui ont, mettons, des assurances-vie, de dire je sors une petite partie pour acheter du foncier agricole. Et pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en étant en Lettonie il y a une dizaine de jours, le président du fonds de portage, qui est un fonds de portage d'État en Lettonie, je lui posais la question de est-ce que la rentabilité, qui était faible, était le seul moteur de l'investissement, et il m'a dit, Président, je dois être honnête avec vous, l'accompagnement de l'installation de jeunes agriculteurs est une des raisons pour lesquelles les placeurs mettent de l'argent dans ce fonds de portage. Ça veut dire qu'on est au-delà de la simple économie, et puis il y a aussi le fait que acheter du foncier agricole, c'est garanti béton armé, hein. Il n'y a pas de risque que ça s'échappe, que ça disparaisse. Donc il y a des investissements qui ont besoin de cette garantie. Hein, et en l'occurrence, là, dans ces pays-là, c'était des fonds d'investissement liés aux retraites. Ils mettaient une petite partie sur du foncier agricole qui, du coup, aide l'agriculture et garantit l'intérêt de leur mandant. Je pense qu'on a fait... et alors, si, pour répondre à M. Bonny, sur est-ce qu'il faut de la souplesse? Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, il faut qu'on soit capable de s'adapter. Je pense qu'il faut qu'on intègre que le ZAN, c'est prioritaire, qu'il faut qu'on protège. Et puis, dans un deuxième temps, il faudra desserrer là où il y a besoin de le desserrer. Moi, je suis d'accord. S'il y a des endroits où on ne peut pas développer parce que c'est effectivement un manque de terrain réel de disponible, c'est pas tenable. Là moi, je partage. Il faut être pragmatique. Hein. Mais il faut déjà avoir cherché des solutions avant. Hein, mais faut,
Dire jamais, ça n'existe pas. Hein. Et il y avait un point sur la préemption partielle et sur la consommation masquée. On intervient au même titre que sur des terres agricoles, sauf qu'effectivement, s'il n'y a pas ces outils liés à la déclaration et au bout amphithéotique ou autre, ça peut être plus compliqué. Mais sinon, on intervient de la même façon. Et s'il y a un point peut-être où il y a besoin peut-être de petites modifications législatives, c'est sur les préemptions partielles, hein, pour répondre à la demande là dans le Pays Basque ou dans des endroits comme ça. Effectivement, là, il faut peut-être qu'on ajuste, c'est pas un gros bouleversement, mais peut-être qu'il y a des petits ajustements qui permettent d'intervenir, parce que si on vous dit il faut acheter le bâti avec, les SAFER, on n'est pas capable de le faire. Aujourd'hui, on n'a pas ni la capacité financière, ni les garanties. Si on avait des garanties, on peut tout à fait imaginer, on achète, on garde le bâti, on le revend à celui qui était acquéreur et on attribue le foncier agricole. Mais sur les fonds propres de la SAFER aujourd'hui, c'était plusieurs millions d'euros, hein, la maison dans le Pays Basque. Hein. Ça faisait beaucoup d'argent pour une maison. Et alors, pardon, Monsieur Topia, qui avait une crainte sur la concurrence entre les énergies, mais il est parti, mais sur les énergies renouvelables et l'agriculture, il y a effectivement un risque. Il faut que ça soit bien encadré. Et les SAFER, on est vraiment très, très vigilants à ce que... Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas une dérive, hein, parce que... Mais on ne sait pas forcément, les gens ne déclarent pas forcément qu'ils vont acheter un terrain pour le mettre, pour faire de l'énergie renouvelable, notamment les méthaniseurs. Hein. Merci, Monsieur le Président. Une dernière question de Monsieur Jean-Pierre Tête. Oui, merci, Président. C'est surtout une suggestion pour avoir été à la tête d'un exécutif d'un EPCI de 42 communes. Je me suis rendu compte que une partie des maires connaissaient la SAFER parce que dans les DIA, on leur demandait d'intervenir, de se prononcer, mais ignoraient beaucoup de vos préconisations, de vos actions que vous pouvez faire en dehors de ce domaine-là. Et on a tous sur nos territoires ce qu'on appelle des conseils des maires. Et j'ai proposé, moi, dans la Loire, au président départemental et à son directeur surtout, d'intervenir sur des choses d'une demi-heure sur ce qu'est la SAFER au conseil des maires. Et je pense qu'on découvre ce qu'est la SAFER au fur et à mesure, ce que vous avez dû faire. Alors, vous êtes agriculteur, moi, je ne l'étais pas, mais quand j'ai été maire, j'ai découvert ce qu'était la SAFER au fur et à mesure de mon mandat. Mais on ignore quand même en grande partie toutes les actions que vous faites. Et je pense que si par département, vous arriviez à faire un petit PowerPoint très simple et que tous les conseils des maires avaient cette proposition-là, ça permettrait un lien beaucoup plus facile. Voilà, merci à vous. Merci, Monsieur le député. Vous souhaitez répondre Je partage tout à fait votre approche. Il y a beaucoup de choses sur la méconnaissance et je vais vous dire, on a pris la décision de ne plus être présent au congrès des maires parce qu'on a pris à l'inverse la proposition d'être plus présent dans les congrès départementaux des maires justement pour être au plus proche des décisionnaires parce qu'il fallait faire des arbitrages financiers et je pense que effectivement il faut qu'on soit plus connu et quand les maires ont pris l'habitude de travailler avec nous, après ça devient un vrai réflexe, mais il faut que ça se déclenche. Et Vigifoncier, il y a finalement qu'une collectivité sur deux. Alors moi je dis à l'inverse, hein, il y a déjà une collectivité sur deux, mais il y en a encore la moitié à convaincre. Merci, Monsieur le Président. Nous avons une dernière question pour 1 minute de Lisa Bellouco. Je vous remercie, Madame la Présidente, puis je vous remercie, Monsieur le Président, de votre présence ce matin dans notre commission. La destruction des sols vivants, c'est la fin de l'agriculture. La chimie, on le sait, ne nous permettra pas éternellement de compenser la destruction des écosystèmes. Et sans agriculture, évidemment, pas de sécurité alimentaire. C'est pourquoi la lutte contre l'artificialisation et la destruction des sols est une priorité absolue, notamment des écologistes, mais pas que. Et l'atteinte de l'objectif ZAN est une des voies pour y parvenir. En tant qu'experte de foncier agricole, les SAFER s'emploient tant bien que mal à protéger et à partager les sols. Elles sont indispensables pour l'atteinte de cet objectif ZAN. Et donc, à cette fin, souhaitez-vous être davantage intégré à la mise en œuvre du ZAN et à sa gouvernance territoriale? Parce que pour l'instant, par exemple, vous ne faites pas partie de la conférence régionale du ZAN, telle qu'elle a été définie dans la loi de un peu plus d'1 an. Et puis, si oui, faut-il élargir vos compétences? Quels sont les moyens humains et financiers dont vous auriez besoin? Et est-ce que vos modes de financement actuels gagneraient à être complétés par des deniers publics réguliers, par exemple? En tout cas, je me réjouis de voir que les SAFER prennent le sujet de la préservation des sols à bras-le-corps, car il est capital. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président, pour cette dernière réponse. Alors, on est
pas par la loi, mais on est, parce qu'on le fait solliciter dans le cadre des mises en œuvre des documents d'urbanisme par certaines collectivités, pas par tous. Je pense que la SAFER pourrait apporter quelque chose dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Et je vais vous dire, on a fait, nous, en Normandie, on a mis en place quelque chose qui permet de qualifier les sols. On fait des carottages à l'échelle pas de la commune, mais sur toute la région, on l'a fait. Et ça permet justement, au moment où l'élu choisit de dire je vais urbaniser une partie de mon territoire, on puisse l'alerter sur attention, cet endroit-là, il est plutôt très favorable à l'agriculture parce qu'il a des qualités ou des qualités sur l'eau. Et aller plutôt, quitte à choisir, si on doit faire disparaître un hectare parce qu'il y a nécessité de le faire, choisir des endroits qui soient moins contraignants à la fois pour l'agriculture, pour l'eau, pour l'environnement. Et ça, c'est vraiment des choses que, si on n'a pas d'outils, on ne peut pas le faire au doigt mouillé. Et donc, moi, je pense qu'on pourrait être associé. Maintenant, on ne demande pas de moyens supplémentaires pour l'instant. Tant que l'activité du marché fonctionne, les SAFER sont capables de le faire. Et je pense que dans la conjoncture actuelle de difficultés budgétaires, je ne me vois pas, moi, président de la FN SAFER, demander des impôts nouveaux pour financer la SAFER, alors qu'on peut le faire. Je dis bien, on peut. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Tant que le marché fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a une activité sur le territoire, on est capable de le faire comme ça, et je préfère que ça soit comme ça. On a simplement, s'il y avait, en termes financiers, on me glisse un petit papier, effectivement, j'aurais zappé, sur les DOM, un besoin particulier de financement, parce que les territoires sont petits. On a regroupé, au moment où il y a eu les changements territoriaux, des SAFER jusqu'à 13 départements. Vous imaginez, on équilibre nos comptes sur 13 départements. Et sur les territoires d'outre-mer, c'est un département avec en moyenne entre 30 et 50 000 hectares seulement de territoire agricole. Donc pour faire financer uniquement sur le marché des SAFER dans les DOM, c'est impossible. Et donc il y a un financement particulier pour financer les SAFER dans les DOM, alors qu'il y a un enjeu majeur là, justement d'une présence pour réguler encore plus importante qu'ailleurs, parce que le territoire est contraint. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre présence. Le sujet ZAN préoccupe beaucoup des députés de cette commission, sans en remettre en cause évidemment l'objectif. Nous souhaitons accompagner sa mise en œuvre, et vos propositions et axes de travail étaient donc les bienvenus, comme la requalification des sites bâtis, le renouvellement urbain, la fiscalité locale, les logements de fonction, et j'en passe. Un grand merci à vous. Prochaine réunion mercredi 2 octobre à 9h avec l'audition de Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF. Je vous remercie, chers collègues.